Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Jérusalem Podcast Club. On accueille cette fois Vincent Cheba. Vincent Cheba est chercheur à NGO Monitor, une organisation dont l'objectif est de promouvoir la transparence, la responsabilité et l'application des droits de l'homme dans la société civile et donc principalement chez les ONG. Dans le contexte périphérique de la guerre actuelle à Gaza, on trouve le rôle de nombreuses ONG qui, sous couvert d'action humanitaire, participent de facto à la promotion du terrorisme et de l'islamisme. Vincent nous a partagé ici une partie des conclusions de ses recherches qui montrent bien que l'argent du contribuable européen ne finit pas toujours dans les bonnes poches. On parle donc de l'UNRWA, du FPLP, de Human Rights Watch, du PNGO, en général, de tous ceux qui constituent ce qu'on pourrait appeler la face civile du terrorisme. Si vous aimez cet épisode, n'oubliez pas de suivre le podcast sur Spotify, de suivre la page Facebook, de vous inscrire à la chaîne YouTube et enfin de partager tout simplement avec vos amis et vos connaissances le contenu du Jérusalem Podcast Club. À très bientôt et bonne écoute. Erev Tov, Vincent Cheba. Erev Tov. Merci beaucoup de t'être joint à moi. Alors je vais essayer de te présenter rapidement, mais je vais te laisser le loisir de te présenter un peu comme tu veux, mais juste pour dire la raison pour laquelle je t'ai invité ici, tu travailles à NGO Monitor, qui est une entreprise qui fait une organisation dont tu vas nous expliquer tout de suite ce qu'elle fait dans le département francophone, si je ne me trompe pas. Département francophone. Pour ceux qui... Comme il n'y a pas de vidéo, il fait une tronche. Voilà. Ok. Donc, on va tout de suite comprendre pourquoi c'est lié à la guerre et ce qui est en train de se passer maintenant ici en Israël. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, expliquer qu'est-ce que c'est NGO Monitor, quel est son objectif, son activité, et qu'est-ce que toi, en plus particulier, tu y fais? Très bien. Donc, je m'appelle Vincent Cheba. Bonjour Vincent. J'ai 37 ans, marié, 3 enfants. Ouais, c'est ça. Et effectivement, je travaille depuis maintenant 2016, je crois, à NGO Monitor, donc ça fait déjà quelques années. Alors, NGO Monitor, c'est donc on peut dire c'est un observatoire qui a été donc fondé en 2002 par le professeur Steinberg, qui est donc un professeur de Bar-Ilan qui est maintenant à la retraite, relations internationales. Et ce professeur a donc fondé NGO Monitor à la suite de la conférence de Durban en 2001, donc en Afrique du Sud. Cette conférence était une conférence qui avait été donc organisée par les Nations Unies pour combattre le racisme. Et à l'époque, on était donc au tout début de l'intifada. Enfin, au tout début, c'était la première année de l'intifada, du moins, avec des attentats, tout ce qu'on connaît, et le sentiment donc anti-sioniste, anti-israélien, antisémite, donc qui se répandait un peu partout dans le monde. Et cette conférence de Durban a été donc le théâtre d'une, je vais pas dire d'un pogrom, c'est pas un pogrom, il n'y avait pas de violence, mais un pogrom au moins verbal, donc contre les Juifs et Israël. À l'époque, ils avaient dit voilà, one bullet, one Jew, donc une balle, un juif, ouais, d'accord. Que Hitler n'avait pas fini le boulot, etc. Déjà à l'époque. À l'époque déjà, donc. Et donc en fait, cette conférence avait été donc on peut dire le théâtre aussi donc d'un grand rassemblement d'ONG internationales, que ce soit Human Rights Watch, que ce soit Amnesty International, on va en parler, la Fédération internationale des droits de l'homme, donc l'organisation française, et bien sûr de plusieurs dizaines d'ONG palestiniennes qui avaient été donc le moteur, on va dire, de cette conférence. Et cette conférence, pour terminer, il y avait donc eu une déclaration finale appelant donc à isoler Israël de la scène internationale. Okay. Donc ça a été, on va dire, le précurseur de ce qu'on appelle la campagne BDS, de boycott, des investissements, sanctions. Et on peut dire que la conférence du Durban, c'était une date charnière parce que, en définitive, c'était le début du dévoiement donc du discours des droits de l'homme. Jusqu'à ce moment-là, on parlait donc des droits de l'homme de manière, on va dire, simple, voilà, sauver des vies, essayer d'apporter donc de l'eau,
des vêtements, des tentes, de la nourriture, donc aux personnes qui sont dans le besoin. Tenter de garantir les droits des gens autour du monde. Essayer, comme à l'époque Amnesty International, de faire de l'advocacy, donc pour les prisonniers politiques qui étaient réfugiés même, donc en ex-URSS, etc. Et c'est devenu, on va dire, un dévoiement, parce qu'en définitive, ces ONG, elles sont focalisées aujourd'hui sur Israël, et leur but, c'est de détruire par le moyen du discours des droits de l'homme, de détruire donc le sionisme. Oui, il y a une forme de guerre, elle mène une forme de guerre médiatique. Voilà, c'est clairement du soft power, hein, mais c'est une guerre effectivement médiatique, c'est vraiment faire de la délégitimation de l'État d'Israël, de l'existence d'un État juif. Et donc, en définitive, ça s'apparente aussi à de l'antisémitisme. Parce qu'il n'y a qu'un État juif dans le monde et on veut le détruire. Donc attends, Gerald Steinberg, que tu as cité, qui est le fondateur de NGO Monitor, à la suite de cette conférence, il a monté NGO Monitor. Alors qu'est-ce que NGO Monitor cherche à faire? C'est-à-dire, c'est quoi l'activité principale? Alors si on parle avec Gerald Steinberg, la première chose qu'il va vous dire, c'est « follow the money ». Pourquoi? Parce que, en définitive, toutes ces ONG, elles sont grassement payées par des subventions publiques des États européens principalement et de l'ONU. Oui. Un peu des États-Unis aussi, mais principalement des États européens. Et c'est vrai que le but de NGO Monitor, donc c'est premièrement d'identifier les ONG en question, d'essayer de leur faire une sorte de carte d'identité, d'essayer de comprendre un peu quels sont leurs discours, essayer de voir quand il y a de l'antisémitisme, quand il y a de l'antisionisme, ou quand on parle des campagnes BDS. Ça peut aller même aussi avec des liens avec le terrorisme ou des terroristes. Et après, bien sûr, c'est d'essayer donc d'avoir de faire pression sur les pays bailleurs de fonds de ces ONG, pour essayer, en définitive, pas forcément qu'elles retirent leurs subventions, mais de manière générale aussi d'introduire des nouvelles règles dans leurs contrats pour justement éviter des déportements, que ça soit l'antisémitisme ou les liens avec le terrorisme. Donc il n'y a pas une vision de démanteler ces organisations, mais de limiter leur activité antisémite, entre guillemets. On peut dire ça comme ça, oui. À moins, il y a des cas où on voudrait clairement les démanteler. Oui. Quand, par exemple, des ONG sont, on va dire même au point de vue organisationnel, liées à des organisations terroristes. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est lié au point de vue organisationnel? Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'il y a Elles ont des structures communes, elles ont des personnes communes? Pas forcément, ça peut être ça aussi. Mais je vais te donner l'exemple de 6 ONG donc, qui ont été classées comme organisations terroristes par Israël en 2021. Ah oui. À cause donc de leur lien avec le FPLP, donc le Front Populaire de Libération de la Palestine, qu'on entend beaucoup ces derniers jours, qui est une organisation terroriste qui a été désignée comme telle par Israël, les États-Unis et l'Europe. Et en fait, une partie de ces ONG ont été créées par le Front Populaire de Libération de la Palestine dans les années 80 pour être, on va dire, une sorte de branche associative du FPLP. Comme on le sait, il y a toujours une branche politique, il y a la branche militaire, et on a découvert à NGO Monitor qu'il y avait aussi une branche associative. Et en général, sur ces 6 ONG, c'est toujours les mêmes personnes aussi qui travaillent. Donc, une personne qui siège sur le board d'une ONG va être peut-être le directeur financier d'une autre. Ou alors la personne qui va être en charge du recrutement des employés, etc. Donc, c'est toujours à peu près les mêmes personnes qui dirigent les ONG. Et en fait, en 2021, ça je pourrais en parler un peu plus dans le détail, Israël a donc désigné ces ONG comme organisations terroristes. Parce que Israël a accusé donc ces organisations d'avoir détourné des fonds européens au profit donc de l'organisation terroriste du FPLP. Donc dans ces cas-là, c'est clair qu'il faut démanteler ces organisations. Maintenant, après, non, pour le reste des ONG, c'est clair qu'il y a une importance à avoir une société civile qui est forte, avec des ONG fortes, qui puissent aussi challenger les gouvernements. Donc c'est important, mais c'est vrai qu'il faut mettre des limites des fois peut-être au discours pour éviter donc des dérapages et principalement peut-être aussi dans le conflit israélo-arabe. Est-ce que de manière générale dans le monde des ONG, est-ce que c'est ton impression, puisque tu viens un peu de ce monde-là, est-ce que c'est ton impression que les ONG elles sont un peu elles
elles sont un peu libres de faire ce qu'elles veulent, de dire ce qu'elles veulent, de prétendre ce qu'elles veulent, de faire des rapports complètement... Est-ce qu'il y a, à part NGO Monitor, est-ce qu'il y a des gens qui surveillent ou qui contrôlent l'activité des ONG en général, pas juste dans le monde, dans le contexte du conflit israélo-palestinien? Non, il y a pas énormément d'organisations qui font le boulot qu'on fait. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que en France, il y a quand même une prise de conscience par rapport au danger de certains acteurs de la société civile. Et on le voit, par exemple, ces dernières années avec Gérald Darmanin, qui a décidé, donc, à plusieurs reprises, de dissoudre des associations, des collectifs, ou alors même de menacer, par exemple, la Ligue des droits de l'homme de ne plus apporter de subventions publiques. Donc, il y a une prise de conscience, particulièrement en France, et c'est intéressant. Ah ouais? Est-ce que c'est nouveau? C'est quelque chose qui arrivait pas avant? C'est quelque chose de nouveau. Ça serait un peu compliqué d'expliquer. J'ai même peut-être pas forcément la réponse à cela, mais c'est quelque chose que j'ai observé par rapport donc à différents pays européens. D'autres pays européens où c'est vraiment, ils ont les coups des franges. Et c'est vrai que le problème, c'est que ces ONG, elles bénéficient, on va dire, de ce qu'on appelle un effet de halo, avec un H, où finalement tout ce que les ONG disent sont prises. Est pris comme parole d'évangile, on va dire, par le monde politique, ou principalement par le monde médiatique. C'est comme s'ils bénéficient d'une espèce d'immunité de part même de leur activité. Genre, on est là pour défendre les droits de l'homme, on est là pour sauver des vies, pour des trucs. Alors, qui c'est qui est contre les droits de l'homme, qui c'est qui est contre celui, ça c'est tout. C'est qui profite de cette image-là. Tout à fait. D'ailleurs, il y a même aujourd'hui, je peux te parler d'une expérience que j'ai vue au boulot, d'une ONG que je connaissais pas. Qui s'appelle Euromed for Human Rights, quelque chose comme ça. Il faudrait que je te retrouve exactement le mot. J'étais sur leur site internet un petit peu, j'ai vu qu'ils siégeaient donc à Genève, aussi ils ont un bureau à Ramallah, un autre bureau aussi au Liban, à Beyrouth. Ah, c'est là que tu deviens suspicieux, tu fais qu'est-ce que tu fais? et en fait, comment j'ai entendu parler de cette ONG, j'ai vu donc une sorte de communiqué de Euronews qui disait que les soldats israéliens auraient été vus en train de dépecer le corps de Palestiniens pour voler leurs organes, selon donc cette ONG en question. Voilà. Ah ouais. C'est le genre de choses qu'on peut entendre. Et ça fait froid dans le dos parce qu'après le but c'est de débunker aussi c'est ce genre d'accusation. Mais encore une fois, Euronews a repris le communiqué sans se poser de questions. Et c'est ça le problème, c'est que ces ONG bénéficient donc de l'effet de halo, d'une complaisance du monde médiatique, et jamais les accusations ou les allégations de ces ONG ne sont donc challengées par le monde médiatique. Par le monde médiatique ou même juste d'autres organisations, quoi. C'est-à-dire c'est vraiment effectivement une espèce de confiance. Ok, je comprends, mais c'est vraiment très étrange. Qu'est-ce que toi personnellement tu fais? C'est quoi ton job, ta petite place dans tout ça? T'as pas mal de chapeaux. Ouais, parce qu'on n'est pas une grosse structure. On doit être une 10-12 personnes à travailler de manière à plein temps, du moins. Ok. Et c'est pour ça m'a fait rire au début quand tu disais donc responsable du département francophone. Une fois je l'ai dit comme ça parce que j'étais interviewé, je l'ai lu quelque part, ça c'est pas venu nulle part. Ou peut-être à Calita. Et j'avais simplifié en disant voilà, je suis responsable. Le département francophone, c'est toi? Non, il y a pas de département francophone, ça n'existe pas. Je suis francophone, mais on va dire je fais partie de trois analystes, on est trois analystes à plein temps. Je suis un des trois. Et en fait, mon but, c'est donc principalement comme je t'ai dit au début, de follow the money, donc de suivre l'argent d'où il vient, essayer de comprendre comment ces ONG sont financées. Et en fait, je vérifie les comptes de la France, de la Belgique. Ça, c'est des petits portefeuilles. Le plus gros portefeuille, enfin les deux plus gros portefeuilles, c'est l'Allemagne, donc je suis responsable, mais également l'Union européenne, la Commission européenne, qui est le plus gros financier, le plus gros bailleur de fonds de ces ONG. Donc en fait, tu suis les fonds européens, allemands, etc., qui sont transférés dans ces ONG, et tu suis où est-ce que cet argent va aller, dans quoi il est investi. C'est un peu ça? C'est un peu ça. Ça va dans les deux sens aussi, parce que le problème, c'est que la plupart de ces pays ou de ces institutions ne sont pas à 100% transparentes. Alors des fois, j'arrive à obtenir les informations à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire que je regarde des fois les ONG qui font des projets et d'un coup je vois il y a le logo de la Commission européenne, ou il y a le logo de l'AFD, l'Agence française de développement, et là je remonte donc à la source de financement.
par le biais donc de ce qu'on appelle request for freedom of information. Donc voilà, j'interroge donc les organes de financement. Ça peut être donc je t'ai dit l'AFD, ça peut être le FTS, c'est donc le Financial Transparency System de l'Union européenne, ou alors des fois j'ai des contacts aussi avec des politiques un peu partout en Europe. Et ils posent des questions parlementaires pour avoir des réponses. Et c'est un travail de détective un peu, parfois. Tout à fait. Des fois, j'ai eu l'impression à un moment donné d'être une sorte de journaliste d'investigation. Donc voilà, c'est ça, c'est faire de la recherche sur les fonds. Bien sûr, quand c'est possible, de voir exactement quel projet est financé par le fonds spécifique, analyser le projet. Et après, bien sûr, écrire des rapports, ou du moins, pas forcément des rapports, mais faire une espèce de synthèse, de résumé, voir les problèmes qui existent au sein même de l'ONG ou au sein même du projet. Et après, c'est soit se tourner vers le monde médiatique pour essayer donc de révéler, on va dire, le scandale, et bien sûr, informer aussi l'opinion publique. Mais aussi, bien sûr, il y a une activité donc de parler avec les politiques, de parler avec les décideurs aussi, au niveau, je sais pas moi, des institutions de développement. Ça peut être aussi au niveau des ministères. Ça nous est arrivé de voyager en Europe pour rencontrer peut-être pas le ministre, mais du moins des fonctionnaires français qui sont responsables de ce genre des hauts fonctionnaires, pas forcément français, ça peut être aussi en Allemagne, on était en Belgique, et voilà, de leur exposer donc les problèmes et de trouver finalement des solutions à ces problèmes. Et nous, on pense à NGO Monitor que d'introduire des clauses donc plus strictes de financement dans les contrats peut-être pas résoudre le problème, mais du moins de le diminuer. Et ça, je peux donner un très bon exemple. Juste explique, qu'est-ce que ça veut dire des clauses plus strictes? Ça veut dire ça, qu'est-ce que ça change ce qu'il y a dans le contrat? Si de toute façon, c'est pas forcément transparent. Parce qu'il y a des organisations qui sont très dogmatiques, en particulier les organisations palestiniennes. Et quand, par exemple, on leur dit, voilà, vous allez signer une clause antiterroriste. Il y a quoi dans la clause? C'est très simple. Je vais te donner un exemple. Vas-y. En 2019, la Commission européenne a introduit une nouvelle clause antiterroriste, banale, générique, donc qui est appliquée au monde entier, à tous les contrats de l'Union européenne avec toutes les ONG, que ce soit au Guatemala, en Afrique du Sud, ou en Europe de l'Est, où tu veux. Comme quand tu vas aux États-Unis, tu signes que tu n'as pas fait d'activité terroriste, c'est comme ça. Exactement. Et en fait, cette clause, qui s'appelle la clause 1.5 bis, elle dit quoi en gros? Que l'ONG qui reçoit donc les fonds, ou le récipiendaire, c'est pas forcément l'ONG, mais le récipiendaire des fonds, s'engage à ne pas impliquer donc des organisations terroristes qui sont listées sur la liste terroriste de l'Union européenne, ou des individus qui sont également membres d'organisations terroristes qui sont aussi listés sur la liste antiterroriste de l'Union européenne. Ok, donc pas travailler avec les organisations pas sympas et avec des gens pas sympas. Voilà. Ok, cool. Et donc, c'était introduit en 2019, ça passe crème dans le monde entier, etc. Et il y avait donc eu, fin 2019, donc une sorte de programme pluriannuel pour les Palestiniens qui commençait un nouveau programme. Et là, ils ont dû donc signer cette clause. Et là, tout d'un coup, gros scandale. Le PNGO, c'est donc une sorte d'organisation parapluie qui regroupe près de 135 ONG palestiniennes. Et non, on refuse. On refuse de signer, c'est pas possible. Le FPLP, le Hamas, le Djihad islamique, pour nous, ce sont des partis politiques. En aucun cas des organisations terroristes. Donc on refuse de signer. Et là, donc, gros problème. Donc t'as 130, si je résume ce que tu dis, parce que là c'est quand même... T'as 130 ONG palestiniennes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire palestinienne? C'est-à-dire que c'est des Palestiniens, c'est des gens de la Cisjordanie ou de Gaza. Tout à fait. Qui disent, on n'est pas prêt à signer de ne pas travailler avec eux. De ne pas travailler avec des organisations terroristes comme le FPLP ou comme le Hamas. Tout à fait.
C'est quand même dingue. C'est-à-dire, c'est d'autant plus dingue que, premièrement, j'ai jamais vu donc une ONG dire on travaille, enfin déclarer ouvertement qu'elle travaille avec une organisation terroriste. On n'est jamais tombé sur un cas pareil. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le représentant de l'Union européenne à Ramallah, donc celui qui était à l'époque en place, avait écrit une lettre donc à cette organisation parapluie, le PNGO, en disant mais ne vous inquiétez pas, vous vous rendez pas compte, il n'y a pas un seul membre du FPLP, du Hamas ou du djihad islamique qui est listé sur les listes européennes. Ah bon? Il n'y en a pas un. Oui. C'est comme ça que je l'ai appris de la même manière que toi. Ah bon? Mais tu vois, non, mais c'est ça, tu vois, parce que je me dis, c'est dingue quand même des ONG qui sont pas prêts de signer sur des clauses antiterroristes banales, comme tu l'as dit. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est de penser que les Européens, en tout cas que la structure supra-politique européenne, t'as l'impression qu'ils ont pas grand chose à faire, en fait. C'est-à-dire, s'il y a aucun gars du Hamas qui est listé dedans. C'est-à-dire quoi? Attends, il y a peut-être une nuance que je comprends pas. Le Hamas lui-même, l'organisation Hamas, elle est listée en tant que... Elle est listée, tout à mais qu'est-ce que c'est? Faut qu'il y ait à la fois que l'organisation soit listée et que des gens spécifiques soient listés? C'est-à-dire quoi? Yahya Sinwar, il est pas listé? Il est pas listé. Il est pas listé. J'ai entendu il y a quelques jours en arrière que la France a décidé d'introduire sur la liste Mohamed Def. Ça, oui, je l'ai entendu. Okay. Mais sur la liste de l'Union européenne, il n'y a pas ni le chef du FPLP, ni le chef du Hamas, ni le chef du djihad islamique. Et encore moins les gens qui sont suspectés d'être les financeurs, les financiers de ces organisations. Al-Baghdadi Non, lui, il y est. L'État islamique, lui, il y est. Parce que lui, il est encore... L'État islamique, Al-Qaïda ou d'autres organisations, il y a des individus, clairement, qui sont donc membres de ces organisations qui sont listés. Au niveau des Palestiniens, gros trou noir, il n'y en a pas. Ça, c'est aussi un scandale. Okay. Mais là, c'est un scandale au niveau européen. C'est pas un scandale... Oui, tout à fait. C'est un scandale au niveau européen. Et donc, dans sa lettre... Ils ont réagi... Non, vas-y, continue. Excuse-moi. Il a dit, mais vous inquiétez pas, il n'y en a aucun, donc ça vous concerne même pas. Signer, ça vous concerne pas. Ok. Finalement, ils ont accepté, mais, ce qu'on a appris, c'est que, je sais pas si tu as entendu, il y a quelques jours en arrière, ça fait une semaine, je crois d'ailleurs, que la Commission européenne, suite donc au pogrom du 7 octobre, a rendu une sorte d'audit interne sur ces financements, parce que, bien sûr, après le pogrom, on s'est dit, l'Europe ou le monde doit faire attention à l'argent qu'il dépense pour pas qu'il arrive donc entre les mains de terroristes. Et dans cet audit, une des conclusions, c'est même pas une conclusion, mais un des points qui a été noté, c'est que au moment de l'introduction de la clause antiterroriste 1.5 bis, donc entre 2020 et 2021, il y a près de 14 millions d'euros qui n'ont pas été déboursés à des organisations qui devaient les recevoir à cause du fait qu'elles n'aient pas signé cette clause 1.5 bis. Donc ça montre le dogmatisme de certaines ONG qui ont préféré renoncer à l'argent public. On parle de 14 millions d'euros, c'est pas rien, c'est pas une petite subvention de 200 000 euros. C'est beaucoup d'argent pour une ONG. 14 millions d'euros. 14 millions d'euros. Donc ça montre quand même le problème. Et mais ça renforce l'idée que au fond ces ONG ce n'est pas des gens qui sont intéressés par un certain nombre de principes abstraits comme les droits de l'homme, mais qui ont en fait des lignes politiques qu'ils défendent. Parce que quand tu dis le Hamas n'est pas une organisation terroriste, ce qui est dit en sous-jacent, c'est que le Hamas c'est un parti politique tout à fait légitime qui représente les Palestiniens, comme ce qu'on a pu entendre dans certains membres de l'autorité palestinienne ces derniers temps. Et dans ce cas-là, comme tu défends cette ligne politique, et ben on peut dire ça c'est ma ligne, c'est ce que je défends, et donc je suis pas prêt à signer des choses qui m'empêchent de défendre cette ligne. En fait, c'est aussi simple que ça. Donc c'est pas donc derrière le masque de on veut aider les enfants de Gazaoui ou les enfants en Cisjordanie pour d'avoir des couvertures, en fait eux-mêmes sont des partis politiques tout simplement. Tout à fait. Et ça c'est une des grandes théana comment on appelle ça, de grandes peut-être pas une allégation, je sais pas les accusations. Une accusation de NG Monitor, c'est de dire mais attendez, ces organisations ce ne sont pas des organisations des droits de l'homme, ce sont des organisations qui ont un but politique en définitive. Et le but politique c'est quoi? Quand tu as par exemple des ONG comme Al-Haq, donc des ONG palestiniennes, ou PCHA, ou encore d'autres donc qui siègent soit à Ramallah, soit à Gaza, leur but, c'est de constituer des dossiers pour les emmener à la Cour suprême, à la Cour pénale internationale,
pour mettre des officiels israéliens derrière les le barreau. barreaux. Ou alors pour faire en sorte que dans la communauté internationale adopte le fait qu'Israël soit en état d'apartheid. Ouais. Voilà. Donc c'est très politique derrière tout ça. Ouais, Essayer encore une fois de clouer Israël au pilori des nations pour essayer, donc comme dans la stratégie de Durban, hein, que je t'ai dit au tout début, d'isoler Israël au maximum pour in fine détruire l'État sioniste. Okay. Voilà. Avant de rentrer un peu plus dans certains autres détails, il y a une question préliminaire qui me perturbe, je pense qu'il perturbe un certain nombre de gens à qui j'ai parlé en annonçant que tu allais venir, c'est comment tu expliques. Je sais pas si c'est directement lié à ce que tu fais, mais comment tu expliques, c'est quoi j'aimerais ton opinion, quoi. Comment tu expliques que toutes ces structures, toutes ces structures des ONG et de la Commission européenne, qui sont des structures qui fondamentalement ont été fondées après la Shoah, dans l'esprit de ne pas permettre le retour de massacres industriels de juifs, ont été corrompus à tel point de se retrouver dans cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé entre 47-48, au moment où ces choses-là ont commencé à émerger, jusqu'à dans les années 2000, où on a l'impression que le monde entier des ONG est anti-sioniste et antisémite à un niveau que peut-être seuls les nazis, d'ailleurs, à propos entre parenthèses, on m'a fait remarquer, notamment quelqu'un qui s'appelle Yoel Anhart, je sais pas, peut-être que tu connais, qui est médecin, qui a fait remarquer que la Croix-Rouge, à l'époque des camps de concentration, avait produit un rapport dans lequel il disait les camps de concentration sont des camps de travail, il n'y a pas d'extermination, donc il y a une espèce d'ignorance, et d'ailleurs la Croix-Rouge continue à ignorer les victimes israéliennes, ignorer d'ailleurs, ils étaient censés visiter les otages, on n'en a pas entendu parler, là pour l'instant ils font le taxi, c'est quand même très perturbant. Est-ce que tu as une explication, quelque chose qui explique comment on en est arrivé là? C'est une très bonne question, je serais Annie Katan pour répondre à ce genre de choses. Donne-nous une direction, une piste peut-être, mais... Premièrement, parce que au début de ta question, tu parlais donc aussi des organismes financiers comme l'Union européenne ou d'autres pays. Ça, je peux te donner une explication. Pourquoi ils continuent de financer ce genre d'organisation. Bon, premièrement, tu as des fonctionnaires qui regardent pas ce qu'ils font. On leur dit donne de l'argent à l'un ou à l'autre. Ils font ce qu'on leur dit de faire sans forcément... sans poser de questions forcément. Effectivement. Ils vérifient pas. Mais je pense que derrière aussi... c'est un moyen de mettre la pression sur Israël. Okay. C'est-à-dire que c'est une sorte de diplomatie, de soft power comme ça, au lieu d'utiliser donc des sanctions contre Israël ou utiliser donc des menaces économiques etc. On va utiliser donc des ONG qui font le boulot à notre place pour essayer donc de mettre Israël au coin un petit peu. Et voilà, menacer de les attaquer à la Cour pénale internationale, menacer de boycott de produits qui sont fabriqués soit en Israël ou soit alors dans les implantations. Aussi beaucoup de désinvestissement, parce que bon, le boycott c'est une chose, mais ces dernières années on entend beaucoup même de fonds de pension internationaux et principalement norvégiens qui souhaiteraient donc se désinvestir d'Israël à cause des campagnes de ces ONG qui disent en gros vous investissez quand vous mettez votre argent des fonds de pension en Israël, vous participez à la colonisation, vous participez donc aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité, d'apartheid, etc. Donc les gens commencent dans ce genre d'organisation de grosses, c'est de l'industrie quoi, disent bon, on devrait peut-être mettre nos billes ailleurs. Et il y a eu des tentatives. Et là, c'est vrai que si demain elles arrivaient donc effectivement à faire retirer l'argent de certains fonds de pension d'Israël, ça pourrait avoir des dégâts colossaux sur l'économie israélienne. Et ça, c'est très dangereux. Alors, encore une fois, je pense que certaines ONG qui sont donc très actives dans le boycott, la désinvestissement et les sanctions sont financées par des États européens qui savent très bien que finalement c'est un moyen de pression. Donc c'est pas qu'ils savent pas et qu'ils regardent pas. C'est qu'ils ont aussi, c'est que c'est aussi un outil politique des Européens et des États européens en général pour avoir un levier contre Israël d'une façon ou d'une autre. C'est toujours pratique en géopolitique d'avoir un levier contre quelqu'un. Tout à fait. Donc je comprends. C'est quand même très étrange. Par exemple, je pense dans les grandes ONG qui ont
qui ont été les premières grandes ONG comme Amnesty International, comme Human Rights Watch, qui sont vraiment je sais pas exactement comment dire, mais c'était vraiment au tout début, quoi. C'était ces structures, elles étaient faites pour aller protéger les innocents, pour défendre leurs droits, pour aider les gens dans la pauvreté, dans la misère. Tout à fait. Et enfin, j'ai du mal à comprendre comment on est arrivé là. Parce que est-ce que ces organisations, elles ont été infiltrées par des activistes, par de la politique? Ah oui, ça c'est clair, par des activistes, il y a aucun doute. Hein. C'est des gens qui ont une idéologie, ce qu'on appelle un peu woke. Donc de gauche, un peu la gauche extrême, voilà, quoi. La gauche extrême, le progressisme, etc. Encore une fois, hein, progressiste, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Hein. Moi aussi, j'aime avancer, mais bon, l'idéologie progressiste, c'est quelque chose qui peut être dangereux. C'est clair que au niveau de ces ONG, elles ont été infiltrées par ce genre de personnes. Ça fait aucun doute. Hein. Et on voit par exemple le directeur de Human Rights Watch, ou du moins jusqu'à il y a un an en arrière, qui s'appelle Ken Ross. Qui a été donc un des grands, voilà, la tête de pont donc de ces campagnes anti-israéliennes. Et voilà, ces gens qui ont une idéologie qui est très ce qu'on appelle progressiste, antisioniste. On le retrouve aussi chez Agnès Callamard de Amnesty International. Pareil, c'est des gens qui ont une idéologie, c'est des gens qui sont c'est des politiques en définitive. Ouais, en définitive, ouais, c'est des outils politiques. C'est des outils politiques qui veulent faire avancer leur agenda politique, non pas en passant par les urnes, mais en étant donc à la direction de grandes ONG qui ont encore une fois l'appui ou le soutien des grands médias internationaux. Ouais. Et qui les challenge pas, et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire avancer leurs idées et leurs projets, etc. Maintenant, pour venir au massacre du 7 octobre, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a aucune grande ONG internationale qui a documenté donc les massacres contre les populations civiles israéliennes. Ou les viols de masse, etc. Il n'y a aucune ONG qui s'est intéressée digne de ce nom qui s'est intéressée à ce sujet. Donc de la même manière, tu parlais on tout à l'heure. On le fait nous, en fait. En fait, c'est nous qui le faisons. C'est-à-dire l'État d'Israël le fait, en fait. On le fait, mais normalement, on aurait attendu quand même au moins de l'empathie de certaines ONG internationales qui viennent documenter et encore une fois, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'ils l'ont fait pour l'Ukraine, ils pourraient le faire aussi pour Israël. Alors c'est vrai que Israël, c'est un pays développé, c'est vrai qu'on a nos propres... on s'est investigué, etc. Mais c'est quand même aussi important d'avoir des ONG qui puissent, dans un moment aussi tragique, premièrement exprimer leur empathie, et deuxièmement même pourquoi pas faire un rapport en expliquant voilà ce qui s'est passé, etc. Et ils l'ont pas fait. Il y en a aucune. Ah ouais, mais ça ne fait que continuer à démontrer que en fait on s'attend de ces ONG d'être motivés par l'application de principes moraux bien définis, alors alors on peut dire tout est politique, c'est un peu facile, mais l'idée politique, si tu veux, des ONG comme ça a été fondé, c'est on va pas maintenant se poser la question de qui a raison dans quel truc, etc. Il y a des gens qui souffrent, on les aide. Il y a des gens qui sont opprimés, on essaye de les sortir de leur misère d'une façon ou d'une autre sans se poser la question. Maintenant, c'était ça leur but, et en fait c'est devenu autre chose. D'autant plus que les grandes ONG internationales, et particulièrement celles qui font de l'humanitaire, elles sont donc contraintes au principe de neutralité. C'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire quoi le principe de neutralité? C'est-à-dire qu'elles peuvent pas s'engager pour un parti? Exactement. Ok. C'est-à-dire que c'est-à-dire, je pense que exactement. C'est-à-dire si dans notre contexte à nous, si on voyait que les ONG, alors oui, elles vont aider les Gazaouis, mais que oui aussi elles viennent aider les Israéliens, et il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui ont été déplacés. Bien sûr. Elles sont déplacées. Il y a la société civile ici en Israël, c'est dépassé financièrement également. On a tous donné de l'argent pour acheter des repas à des familles déplacées, pour soutenir des gens qui étaient dont le business est en train de couler à cause de la guerre, à cause de l'absence de tous les gens qui sont en Milouim, ou des gens qui ont perdu un proche, et beaucoup de gens ont perdu des proches parce que des milliers de gens sont morts. Et est-ce qu'Amnesty International a mis un seul euro, un seul dollar dans l'aide de ces Israéliens? Zéro cloum. Donc donc ça, c'est vraiment perturbant. Je sais pas si... En Israël, il y a très peu de gens qui ont des illusions là-dessus, mais je me demande, est-ce que, en France, en Europe, est-ce qu'on commence à avoir une désillusion sur le modèle, ou en fait, on se rend compte que le modèle, c'est utile de point de vue géopolitique, et on aime bien l'utiliser quand ça nous va?
Ça dépend. Si tu parles au niveau des politiques, alors je pense pas que ça change beaucoup. Ouais. Toi, quand ça t'arrive de parler à des politiques, leur dis, vous voyez, eux, ils financent des terroristes, ils sont les copains avec tel ou tel djihadiste, j'en sais rien. Est-ce qu'ils disent, ah, je suis choqué, c'est terrible, ou est-ce que... Je crois qu'ils arrivent même pas à comprendre en définitive, parce que c'est pas quelque chose de naturel de se dire que des terroristes se sont infiltrés donc dans des ONG. Ils y croient pas, quoi. Non, c'est pas qu'ils y croient pas, mais ils sont un peu dubitatifs, et c'est vrai que ça prend déjà du temps pour leur expliquer, leur montrer, leur apporter des preuves, etc. Et là, effectivement, ils se rendent compte que oui, quand on a c'est écrit noir sur blanc et qu'ils voient des photos, etc. Ils disent on doit faire quelque chose. Mais encore une fois, comme je t'ai dit au début de notre conversation, en France c'est différent. En France, je sais pas pourquoi, il y a une volonté au niveau même politique de vouloir, on va dire, restreindre un petit peu l'espace de certaines associations. Encore une fois, restreindre l'espace, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, mais d'encadrer plutôt. Ouais. D'encadrer la société civile pour pas qu'il y ait donc de débordement et donc de politisation. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en France depuis les attentats. Tout à fait. Il y a une prise de conscience avec, par exemple, même la loi qui a été votée contre le séparatisme. Ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelle, qu'est-ce que c'est? C'est une loi qui a donc été adoptée, parce qu'en France, il y a un problème de séparatisme, donc d'islamistes qui veulent, on va dire, se séparer de la communauté donc républicaine, nationale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à cette loi, les associations qui sont donc demandeuses donc de subventions publiques doivent signer un contrat, justement, qui doivent respecter les grands principes de la République et de la laïcité. Autrement, niet, aucun euro. Ça, c'est très intéressant parce que ça rejoint, en fait, la dernière conversation que j'ai eue avec Ephraim Herrera. On pourrait penser que si, comme tu l'as dit, il y a des fois c'est très dogmatique, mais on pourrait penser que c'est des clauses de contrat, ils vont signer, après en faire ce qu'ils veulent. Mais en fait, non. Dans la logique islamiste, comme Ephraim Herrera, il a très bien expliqué, dans la logique islamiste, il y a une limite à ce que tu peux dire. Il y a une limite très dure à ce que tu peux dire. Et si tu commences à remettre en cause, tu peux pas signer de ton nom quelque chose qui est de façon directe, contraire au Coran ou à certains fondements à certains fondements de l'islam. Mais en fait, c'est très efficace. Tu le vois ici en Israël, à tous les coins de rue, beaucoup de même certains dirigeants arabes qui ont dit ce que le Hamas a fait c'est pas très bien, etc. Ils ne sont pas capables de dire le Hamas ce n'est pas une organisation terroriste et le Hamas est une organisation terroriste et ils doivent être démantelés, etc. Parce qu'il y a quelque chose de parler contre le shahid qui est une position dans l'islam qui est d'une grande noblesse. C'est presque de l'hérésie et c'est quelque chose qui est pas acceptable. Donc c'est très intéressant de voir qu'en fait des clauses de contrat qui sembleraient totalement informelles en fait sont parfois très efficaces contre des gens qui sont tellement dogmatiques qu'ils sont pas capables de les signer. Tout à fait. Mais ça c'est vraiment intéressant, je trouve. Et justement pour venir donc à l'article 1.5 bis, donc la clause antiterroriste, ce qui serait intéressant de faire, c'est étant donné qu'il n'y a pas donc de Palestiniens, de membres donc d'organisations terroristes palestiniennes qui sont listées sur la liste de l'Union européenne, ça serait donc d'ajouter quelque chose à cette clause en disant toutes les personnes qui sont aussi affiliées à des organisations. Ouais. Parce que affilié, ça veut pas dire forcément que tu es un membre actif, tu peux l'être ou pas, mais comment te dire, dans le monde des ONG, ce qu'on a remarqué à NGO Monitor, c'est que beaucoup d'employés sont, on peut dire, sympathisants ou affiliés ou membres d'organisations terroristes. Okay. Et ça, je vais te donner un exemple ça s'est passé en 2019, ça va être intéressant pour les auditeurs. Vas-y. Il y a eu un attentat au mois d'août 2019 au cours duquel donc une jeune Israélienne de 17 ans est morte, a été assassinée, qui s'appelait Rina Schnerb, Zichronah Libracha. Et il y a eu cet attentat. Et au bout de quelques semaines, il y a eu donc un communiqué donc du Shabak en disant on a arrêté les principaux suspects. Et on s'est tous regardés au bureau, on les connaît. Ah ouais.
on les connaît, il y en avait 4 ou 5 qu'on connaissait. C'était donc des cadres d'ONG financés par l'Union européenne. Et quand je te dis cadres, c'est pas des mecs qui lavent les bureaux, c'est des cadres. Non, il y avait 2 directeurs financiers. Ah ouais. Dont une ONG qui a reçu de l'Union européenne ces 20 dernières années plus de 30 millions d'euros. Donc c'est quelque chose de... C'est quoi l'ONG? L'Union of Agricultural Work Committee. Donc c'est une ONG, c'est une sorte de syndicat agricole palestinien qui s'occupe donc de développer l'agriculture en Cisjordanie et à Gaza. Et donc c'est une ONG qui construit, on va dire, des infrastructures aussi. Donc c'est pour ça ils ont besoin de beaucoup d'argent. Donc ils ont reçu de l'Union européenne 20 millions, ils ont reçu de la Hollande aussi 20 millions, ils ont reçu de beaucoup de pays, même de l'ONU, etc. Des dizaines on parle de budget de millions et de millions d'euros. On parle de 2 millions et 2 millions d'euros. Et le directeur financier et le directeur administratif, donc 2 personnes, sont aujourd'hui sur le banc des accusés pour avoir commis un attentat. Et en plus de ça, bon, c'était des cadres de ces ONG, mais on a découvert, en regardant un petit peu une simple recherche donc open source, comme ça, sur le site même du FPLP, que c'était des gens qui étaient des hauts placés au FPLP. En même temps. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça a fait un grand scandale dans toute l'Union européenne. Et les premiers à avoir réagi, je crois que c'était la Hollande, qui s'est rendu compte qu'elle avait donné donc des salaires à ces 2 personnes donc qui sont aujourd'hui sur le banc des accusés. Et ils ont décidé donc de faire une sorte d'audit, mais fait par une organisation externe, pas le gouvernement, parce qu'on voulait pas que le gouvernement fasse une sorte d'introspection, enfin d'une investigation sur elle. C'est pas très moral. Et des fois, ça peut conduire à des conclusions qui sont un peu faussées. Donc, ils ont décidé donc de faire une investigation, une enquête externe. Et ce qu'ils ont découvert, c'était incroyable. Ils ont découvert que dans l'ONG, il y avait 34 employés qui étaient aussi membres du FPLP. Qui est une organisation terroriste pour le coup. Effectivement. Complètement. Alors, ils ont dit, bon, il y en a aucun donc qui est listé sur les listes de l'Union européenne, parce qu'il n'y en a pas. Mais étant donné qu'ils sont membres, il y en a qui sont affiliés, on a vu des posts aussi Facebook de certains qui soutenaient, glorifiaient le terrorisme, etc. Ça correspond pas à nos valeurs, on va arrêter de les financer. Et ils ont arrêté de les financer. Donc c'était un des gros bailleurs de fonds. Par contre, l'Union européenne continue de les financer. C'est quand même incroyable. Mais c'est scandaleux. Et c'est... Genre, je t'entends, mais j'y crois pas. C'est un scandale complètement fou. C'est pas des fake news, on va me prendre pour quelqu'un qui fait de la conspiration. Mais et donc après le meurtre de cette jeune fille, il y a donc eu une enquête approfondie, parce que bon, il y avait 2 de l'UAWC, donc du syndicat agricole. Il y en avait un autre directeur financier d'une autre. C'était cette fois l'HWC, c'est donc Health Work Committee, donc c'est une organisation de santé. Et il y en avait un autre, c'était un directeur une sorte de think tank comme ça palestinien qui reçoit aussi des fonds de l'Union européenne. Et donc ils ont fait une investigation avec donc on appelle ça le pôle recherche de l'armée, donc Amman, Merka, avec bien sûr le Shabak, service de sécurité intérieure. Et en 2021, Benny Gantz a signé donc la désignation de 6 ONG comme organisations terroristes, accusées bien sûr pour leurs liens organisationnels avec le FPLP, mais également pour avoir donc détourné des fonds européens. Et pourtant, l'Europe a dit non, on n'a pas vu, on n'a rien entendu, on veut pas savoir. Pour nous, c'est des organisations qui sont clean. En 2022, donc c'était juillet 2022, il y a 9 États européens, dont la France, qui a donc rejeté ces désignations en disant on n'a pas reçu les preuves nécessaires pour pouvoir donc accepter donc les accusations israéliennes. Donc on va continuer de soutenir la société civile qui est très importante pour nous. Voilà, c'était le message. Le prétexte. Donc il y a eu quand même une diminution importante donc des subventions à ces ONG de la part donc de ces bailleurs de fonds. Mais il y a encore l'Espagne de temps en temps, la Belgique, un petit peu l'Union européenne, des sommes beaucoup moins importantes, mais ça continue quand même. Ça continue quand même. Donc
c'est intéressant. Et d'ailleurs, je vis encore une expérience similaire avec un collectif en France qui s'appelle le collectif Palestine Vaincra. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est une sorte de... J'ai vu, tu as fait un thread sur Twitter. J'en ai fait pas mal. C'est quand je suis un peu frustré, alors j'écris des threads. Le collectif Palestine Vaincra, c'est une organisation qui est basée à Toulouse. Okay. Toulouse, ça nous rappelle de très très mauvais souvenirs pour la communauté juive française. Et donc cette organisation a été créée en 2019. Et en fait, c'est le partenaire officiel du FPLP en France. Ça veut dire que c'est le partenaire officiel, ils font des choses ensemble. Alors, premièrement, tu vas sur le site internet, tu vas sur la section partenaires. Il y a marqué FPLP. FPLP, on est partenaire. Maintenant, le FPLP, c'est une organisation terroriste aussi listée en France. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est... Tu vas sur le site, il y a marqué Al-Qaïda. Bon, tu me diras, ça veut sympa, rien dire. des fréquentations. Ça, pourquoi pas? Ça peut être, on va dire, déclaratif. Bon, c'est horrible, hein, bien sûr. Mais tant qu'ils font rien de mal, à la limite. Tu vois, vas dans les... tu vas dans About, t'as une grande photo de Oussama Bin Laden, etc. Président d'honneur. Mais après, j'ai fait un peu de recherche, je vais sur le site du FPLP, et là, je vois en 2019, pareil, le FPLP, donc, félicite le collectif Palestine Vaincra pour sa fondation. Il le dit, on va être en contact. On va échanger. Donc là, aussi, bon, c'est quand même, ça commence à être inquiétant un petit peu quand même, parce que le FPLP, c'est une organisation qui a commis des attentats, même jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir que le massacre du 7 octobre, le FPLP aussi en a fait partie. Il n'y a pas que le Hamas, qui est le djihad islamique, le FPLP, le DFLP, etc. Il y en a pas mal. Le DFLP? Oui, c'est pas le Front populaire, c'est le Front démocratique. Ah bon, d'accord. Et donc, j'ai même découvert en 2021 que le collectif Palestine Vaincra avait donc fait une collecte de fonds pour des enfants palestiniens à Gaza. Bon, je regarde. Déjà, le nom de l'organisation qui a reçu l'argent, je me dis, bon, c'est un peu bizarre quand même. C'était les enfants du martyr Ghassan Kanafani. Bon, déjà, martyr, ça sonne pas bien. Et puis, Ghassan Kanafani, c'était quand même un des responsables du FPLP dans les années 60. Donc, ça sent mauvais. Bon, après, je regarde les photos qu'ils ont publiées où effectivement, on voit des enfants qui reçoivent des cadeaux, qui sont tous souriants, etc. Bon, ok, très bien. Très bien. Et je continue à rechercher un petit peu. On a quelqu'un au bureau qui est arabophone, donc il nous aide aussi quand on a besoin. On lui demande un peu d'aide, il nous guide, etc. Et là, il me dit, j'ai trouvé quand même quelque chose d'intéressant, un article ici. Donc sur le site, c'était pas le site du FPLP, c'est sur le journal du FPLP qui s'appelle Hadaf. Et là, je dis, tiens, c'est exactement à peu près les mêmes photos qui ont été publiées sur le collectif Palestine Vaincra. Mais là, on voit des enfants comme ça qui ont des flingues. Bon, c'est des faux flingues, mais c'est des flingues en bois comme ça. Ouais. Et j'ai continué à rechercher comme ça. Et d'un coup, on tombe sur un film. C'était donc l'événement en question où tu vois donc les enfants qui tiennent aussi donc la banderole du collectif Palestine Vaincra à la seconde 18, je sais plus comment. Puis après tu vois les enfants qui sont déguisés en terroristes avec des flingues, avec donc des roquettes et ils font une simulation donc d'attaque terroriste contre Israël. Voilà. Donc là, ouais. Okay. Et ils avaient récolté, bon, c'était peanuts, c'était 6 000 €. Mais c'est du financement. C'est de l'indoctrination au terrorisme. Alors ça c'est un gros point, je pense, dans lequel il faut parler parce que là tu parles d'un collectif Palestine Vaincra qui est une petite organisation en France, si je comprends bien, c'est pas quelque chose. Mais en fait, il y a de ce qu'on a l'impression, en tout cas, je pense que c'est une espèce de common knowledge un peu en Israël que les grandes ONG et en grand particulier, et je pense qu'il faut qu'on en parle de l'UNRWA ici dans les territoires palestiniens, éduquent, en tout cas, sont partie prenante de l'éducation à la haine, à l'antisémitisme. Alors, est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est fait? Comment ça se passe? Qui fait les écoles? Juste avant de répondre à la question, je vais juste terminer l'histoire du collectif. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un scandale d'État derrière tout ça. Vas-y. Parce que finalement, mars 2022, après tous les tweets, toutes les lettres qu'on a envoyées, etc., boum. Darmanin décide de les dissoudre. Yes, on a gagné. Excellent. Et je regarde le décret de dissolution. Ok, c'est une organisation qui fait du BDS. Une organisation, effectivement, ils sont antisémites, ils ont appelé à démanteler l'État d'Israël, c'est l'antisionisme, etc. Où sont les liens avec le FPLP? Il n'y avait rien de tout ça. Où est l'argent qui a été donné au camp de vacances? Où il n'y avait rien, il y avait camp d'entraînement terroriste. Ça n'existait pas, ça n'a jamais existé.
C'est Et bizarre, du coup- c'était prêt à dire qu'ils sont antisionistes et ça, non? Ah, non, alors ça, à mon avis, ça doit être en lien avec le fait qu'Israël a désigné donc 6 ONG qui étaient en lien avec le FPLP et que les Européens ont rejeté. Parce qu'il faut savoir que le collectif Palestine Vaincra est aussi inscrit sur la liste terroriste israélienne. Donc c'est aussi... Ah, du coup, on fait pas plaisir aux Israéliens. Voilà, on fait pas plaisir aux Israéliens, donc voilà, ça n'existe pas, il n'y a pas de lien, etc. Et forcément, quand tu arrives au Conseil d'État, avec le Conseil d'État, bon, BDS, un peu d'antisémitisme, c'est pas suffisant pour dissoudre une association. Donc ils Attends, ont suspendu. on peut s'arrêter 5 minutes sur le scandale de ce que tu viens de dire, parce que le Conseil d'État t'arrive, ouais, ils sont un peu antisémites, mais bon, il faut pas être méchant, laissez-les faire. C'est quoi? C'est sérieux? Ça, je suis pas dans la tête de ceux qui sont au Conseil d'État. Je veux pas porter forcément de jugement. Ils ont leur chikoulim. C'est vrai que ça peut paraître fou parce que le BDS, normalement, c'est interdit en France. Le boycott, du moins, est interdit en France. L'antisémitisme, c'est pénal. Mais encore une fois, ils disent, mais c'est pas vraiment l'antisémitisme parce que c'est plutôt de l'antisionisme. C'est-à-dire que les institutions donc de l'État, que ça soit au niveau peut-être de la police, au niveau donc du système judiciaire, ils n'ont pas encore assimilé le fait, la définition donc de l'IHRA, de l'antisémitisme, qui comprend aussi l'antisionisme, et pourtant qui a été adopté par la France, mais au niveau des institutions, ils ne l'ont toujours pas intégré, que l'antisionisme, c'est aussi de l'antisémitisme. Donc forcément, ils ont vu, bon, faut détruire Israël, les Juifs n'ont pas le droit à un État, on a le droit de libérer la Palestine de la mer au Jourdain, y compris avec la résistance armée, etc. Ils ont rien vu des extrémistes, tout ça, mais c'est pas une raison suffisante pour les dissoudre. Et moi, ça m'a rendu fou. Je me dis, mais attendez, vous avez oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est les liens avec le FPLP. C'est une organisation qui se réclame partenaire du FPLP en France, c'est une organisation qui a financé un camp de terroristes. C'est un truc complètement dingue. Ouais. Et alors? Et là, bon, depuis, j'essaie de faire avancer un peu le schmilblick. Il y a des députés en France qui ont posé des questions parlementaires, qui ont envoyé des lettres, etc. Alors pour l'instant, la décision n'a pas été annulée, elle a été suspendue. Donc on essaie de faire un peu pression pour que, en fin de compte, toutes ces informations remontent du moins au Conseil d'État, qui prendra un jour ou l'autre la décision, donc soit de dissoudre le collectif en question, ou alors d'annuler carrément le décret de dissolution. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire un peu de bruit en France. Aussi bien, on a réussi à publier donc l'histoire du camp de vacances dans Le Point il y a quelques semaines en arrière. Des tweets aussi qui sont des fois repris par des politiques, etc. pour essayer donc de faire monter la sauce et que ça arrive aux oreilles de bonnes personnes qui prendront les bonnes décisions, espérons-le, pour dissoudre cette organisation qui, à mon avis, qui ne devrait pas exister dans l'espace public. L'espace public français. Ouais, mais c'est quand même faux aussi que en France, en plus, la France, elle a vécu le terrorisme sur son sol, quoi. C'est pas comme si la France c'était pour la France un problème lointain qui arrive qu'en Israël. Si tu éduques les enfants à Toulouse au terrorisme, ils vont faire du terrorisme chez toi, hein, tu sais, ils vont pas forcément prendre l'avion pour venir en Israël. C'est un peu curieux, je trouve ça un peu curieux que les politiques français ils sont pas sensibles à cette problématique aussi sur leur sol, tu vois. Après, tu peux discuter tout ce que tu veux sur la communauté musulmane, mais si t'as des organisations qui clairement sont liées à des organisations terroristes, qui entraînent leurs enfants au terrorisme, c'est quand même un peu étrange. Mais justement, je veux revenir sur le point de l'éducation. Tout à fait. Sur l'éducation à la haine, des grandes problématiques du conflit en général. Je pense que c'est vraiment une des grandes problématiques, c'est l'éducation. C'est-à-dire que autant en Cisjordanie qu'à Gaza, on se rend bien compte que toute la jeunesse palestinienne, elle est éduquée à ce qu'on pourrait appeler l'éthos palestinien, qui est que Israël est un pays pas légitime, qu'il faut démanteler, et que la libération de la Palestine ne se fera que sur les ruines d'Israël. Et cette éducation-là, qui est aussi bien sûr infiltrée d'antisémitisme, piquée dans les protocoles de Sage de Sion. D'ailleurs, anecdote, j'ai entendu une interview d'un professeur qui s'appelle Uriah Shavit, qui a raconté en hébreu quelque chose de complètement fou. Il est professeur dans de sciences du Moyen-Orient, qui s'appelle Mizrach Tichon, ici en Israël. Donc en gros, c'est un spécialiste de l'islam, du Moyen-Orient, etc., de l'histoire du Moyen-Orient. Et il avait un élève arabe qui a écrit un travail de master, ou j'en sais rien, etc. Et
qu'il a revu, et il voit que dans le travail, il cite les protocoles de stage-gestion. Maintenant, c'est dans une université israélienne, c'est une université israélienne. Et donc il convoque le gars et il lui dit mais ça va? Comment ça se passe? Tu comprends que c'est des protocoles de stage-gestion, c'est un fake antisémite très ancien. Enfin, et il dit qu'est-ce qui s'est passé? Tu pensais que j'allais pas lire? Il dit non, écoute, voilà, tu sais, je parle pas très bien l'hébreu et tout, donc j'avais besoin d'un livre sur telle ou telle chose, et donc je suis allé dans une université quelque part en Cisjordanie, et j'ai cherché un livre sur le sujet, et dans le livre il y avait ces références, je les ai pris. Donc il a montré que en fait, c'est tout à fait normalisé, etc. Et c'est toute l'éducation qui est née. Et donc un gros problème, c'est qu'on voit pas la fin de ce conflit, parce qu'on voit aussi que chaque génération elle est éduquée de nouveau à cette croyance ou à cette idée farfelue qu'il faut se débarrasser des Juifs en Israël et qu'il faut se débarrasser de l'État d'Israël et que c'est en fait le seul but collectif qu'on leur enseigne. Donc, de ton point de vue, et c'était une longue introduction pour dire les ONG, on a l'impression que les ONG, entre autres l'UNRWA, qui je pense qu'il faut une ONG qu'il faut expliquer qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, quel est son objectif et pourquoi elle existe, participent activement à ça. Alors, est-ce que tu peux détailler un peu le rôle des ONG dans cette histoire de l'éducation à la haine? Oui, on a de très bons exemples, même à NGO Monitor, sans passer par l'UNRWA. On est tombé donc sur différents exemples comme ça de financement de grandes ONG internationales. Il y a quelques années encore, c'était Save the Children, qui avait financé donc une école à Gaza. Donc, c'était pas une école, c'était un jardin d'enfants plutôt. Et donc on a regardé, on a vérifié un petit peu sur cette école. Ils ont publié donc une vidéo où tu vois les enfants en train de simuler donc ce qu'on a vécu le 7 octobre. Okay. C'est-à-dire de rentrer dans la maison des sionistes, kidnapper un soldat et un civil et tuer le soldat. Et ça, c'était à l'école primaire. Un truc qui s'appelle Save the Children. Oui, alors encore une fois, faut le faire quand même. Je sais pas si Save the Children, qui est une organisation internationale, était consciente de ça. Oui. Parce qu'ils ont donné de l'argent, ils ont dit c'est un jardin d'enfants, pourquoi pas, on va les aider les pauvres. Ils ont besoin de moyens financiers, etc. Donc, on va leur apporter des fonds. Maintenant, est-ce qu'ils savaient qu'ils donnaient de l'argent à des gens qui font donc des scènes donc de théâtrales, comment on peut dire ça, de kidnapping de soldats et d'exécution de civils? Ça, je sais pas. Ouais. Mais du moins, ça existe. Et c'est vrai, comme tu le dis, au niveau donc de la jeunesse, de l'éducation, il y a un gros problème. Un autre exemple qui concerne la France, une histoire que j'avais révélée en 2018, je crois, ou 2019. Il y a, pas très loin d'ici, à Silouane, un centre donc pour la jeunesse qui s'appelle Al-Boustan, qui est financé par les collectivités territoriales en France. Principalement autour de Paris. Je sais plus si c'était à Seine-Saint-Denis ou c'était des collectivités territoriales. Je suis désolé, je viens pas de Paris, je suis un peu. Moi non plus, on s'y retrouve pas dans tous vos arrondissements. C'est terrible. Ouais. Et donc j'étais tombé donc sur ce projet. Je regarde un petit peu le compte Facebook donc de l'association en question et je vois que ils font pareil des simulations d'exécution de personnes avec des flingues comme ça. Et les enfants, ils sont par terre. Il y en a un, il a dans le dos donc le drapeau de l'État d'Israël. Et l'autre, il a dans le dos le drapeau des États-Unis. Et ils sont en train de flinguer un enfant palestinien avec le drapeau de la Palestine, donc qui est assis par terre en lui mettant une balle dans la tête. Voilà. Incroyable. C'est ce qu'ils font pendant les vacances d'été, pendant les grandes vacances. Donc oui, il y a un gros problème. Et ça, c'est que des choses qu'on a réussi à trouver. Après, il y a plein d'autres organismes qui sont beaucoup moins, je veux pas dire transparents, mais qui publient un peu moins ce qu'ils font donc à l'intérieur de leur camp de vacances ou à l'intérieur de leurs écoles. Et c'est vrai que il y a un problème au niveau de l'éducation des enfants palestiniens, comme tu disais aussi même au niveau de l'UNRWA. Quand on voit les livres scolaires par lesquels les enfants apprennent à compter ou à lire, etc. Il y a plein de poncifs antisémites. Il y a si on tue tant de sionistes alors combien il en reste, etc. Il y a des choses comme ça qui peuvent exister. Oui, j'avais vu un truc comme ça, une espèce de contrôle de mathématiques qui disait, sachant que je sais plus quoi, qu'une roquette peut tuer 10 juifs,
et qu'il y a dans la ville machin tant de juifs sur tant d'espace, combien de roquettes tu dois tirer. Je dis mais faites des exercices avec des baignoires, enfin je comprends pas. Non, mais c'est un gros problème, c'est même maladif, et c'est vrai que finalement, comme tu l'as dit, sans, on va dire, nettoyer ce système éducatif palestinien, il y aura jamais la paix en Israël avec les Palestiniens. Ouais, ça me paraît évident. Parce qu'encore une fois, je crois que c'était le ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre juste avant la création de l'État d'Israël, donc en 47, je crois, il disait en gros que le projet donc des sionistes, c'était la création d'un État, et le projet des Palestiniens, c'était d'empêcher la création donc de l'État d'Israël. Donc on est toujours, c'est exactement la même chose. Et c'est, je pense, tant que les Palestiniens ne reconnaîtront pas le droit à Israël d'exister en tant qu'État-nation du peuple juif, alors il n'y aura jamais la paix. Ouais. Et je te rejoins. Alors, à propos de l'UNRWA, on a l'impression que c'est... Est-ce que tu peux parler un peu de l'UNRWA ? Comment c'est né ? Et c'est à quoi ça sert ? Premièrement, c'est pas forcément ma spécialité. Okay. Je connais vaguement, on va dire, l'UNRWA. C'est quelque chose que je tombe de temps en temps occasionnellement dessus. C'est donc une agence des États-Unis pour les réfugiés, mais que les réfugiés palestiniens. C'est-à-dire qu'il y a une autre agence de l'ONU pour les réfugiés, mais les réfugiés du monde entier. Par contre, les Palestiniens, ils ont une agence que pour eux. Une agence que pour eux. Donc il y a deux agences de réfugiés aux Nations Unies. Voilà. Une pour les Palestiniens, une pour les milliards d'autres. Effectivement. Ok. Et donc cette agence de l'ONU a été créée, il me semble, donc après la création de l'État d'Israël, justement pour s'occuper des réfugiés et leur donner donc les moyens de survivre. Et c'est une agence qui est donc implantée à peu près dans tous les pays du Moyen-Orient, du moins où il y a des communautés palestiniennes. C'est principalement au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Cisjordanie, à Gaza, peut-être en Égypte, je suis pas sûr. Donc c'est une agence qui reçoit des milliards oui, là on parle même pas de millions, on parle de milliards. On parle de sommes immenses. Immenses, et c'est vrai que je crois 50 ou 60% donc du budget de l'UNRWA, c'est donc le système scolaire palestinien. Bien sûr, avec les écoles, les salaires donc aux professeurs, aux enseignants de ces écoles qui sont donc les écoles de l'UNRWA. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le statut de réfugié donc palestinien, il se transmet de père en fils. Et ça c'est une étrangeté, non ? C'est quelque chose d'unique au monde. C'est-à-dire que normalement, quand vous êtes réfugié, on est réfugié. Si voilà. On peut pas comparer avec l'Algérie parce que mon père était français en Algérie, bien sûr. Okay. Mais quelqu'un, par exemple, qui serait né, je sais pas, dans un pays d'Afrique en tant que réfugié et qui part en France, ses enfants, ils sont plus réfugiés, c'est des Français. Ou du moins, ils sont peut-être encore citoyens de l'autre État, mais ils sont plus réfugiés. Ils sont plus réfugiés, oui. Alors que le Palestinien, et c'est le cas, je crois qu'il y a une activiste en France, je me rappelle plus de son nom, Rima Hassan ou quelque chose comme ça, qui se réclame donc réfugiée palestinienne de Syrie, alors que elle habite en France, elle a un français bien meilleur que le mien parce qu'elle habite Paris ou en France en général, alors que moi ça fait 20 ans que je suis en Israël et que j'ai un peu perdu donc la facilité du langage de Molière, mais du moins elle est très intégrée en France et pourtant elle se définit encore comme réfugiée palestinienne, et ses enfants le seront et ses petits-enfants le seront aussi, un peu même s'ils habitent à New York. Moi par exemple, mon grand-père, mon arrière-grand-père est né en Pologne. Dans de Pologne, ils sont arrivés, mon grand-père est né en France. On est en France, mais ils sont arrivés genre 2 ans après qu'ils aient fui la Pologne pour toutes sortes de raisons. C'est comme si moi maintenant je me définissais un réfugié polonais en fait, quelque part. Tout à fait. Je sais pas en quoi ça m'avance, mais ça m'avance pas plus que ça. Et c'est vrai, le problème de l'UNRWA, c'est qu'elle entretient donc ce statut de réfugié au lieu justement l'UNRWA, c'est pas forcément l'UNRWA que j'accuse, c'est surtout les gens qui financent l'UNRWA, les gens qui sont donc pour la continuité donc de l'existence de l'UNRWA, etc. C'est eux les vrais responsables. L'UNRWA existe, elle existe. Le problème, effectivement, c'est au niveau peut-être c'est très certainement au niveau des manuels scolaires, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une solution à long terme serait donc de démanteler l'UNRWA
à long terme, pas du jour au lendemain, mais de faire en sorte que ces réfugiés qui sont au Liban depuis 75 ans, ou alors en Syrie, ou alors en Jordanie, puissent être finalement, en fin de compte, intégrés au sein du Liban, qui deviennent des Libanais, ou alors des Syriens ou des Jordaniens à part entière, et peut-être que ça résoudrait une partie du problème. Ouais. Donc aujourd'hui, on parle de 5 ou 6 millions de réfugiés qui voudraient le droit au retour pour retourner donc dans la Palestine historique. Voilà, c'est. Oui, non, ça on connaît très bien donc les implications et le résultat. Mais l'UNRWA elle-même, elle au-delà de s'occuper, on va dire, des réfugiés, elle pousse aussi à cette histoire du droit du retour. Ah, mais c'est clair, c'est clair. De toute façon, quand on parle par exemple même des employés de l'UNRWA, c'est pas des Américains ou des Français ou des Européens. Ouais. C'est des gens locaux qui sont employés par l'Agence des Nations Unies et qui enseignent à l'école ou alors qui sont responsables de l'UNRWA, que ça soit au Liban ou en Jordanie ou en Oui, mais dans Syrie. l'UNRWA, alors d'accord, ça je veux bien comprendre, c'est-à-dire que les enseignants de l'UNRWA à Gaza, eh ben c'est des Gazaouis, c'est pas des mecs qui viennent de Los Angeles. Il y en a des gens, enfin il y a des enseignants. Comme l'a montré, je crois que c'était UN Watch ou alors c'était Impact SI qui s'occupe donc de faire de l'analyse sur les manuels scolaires. Ils ont sorti donc des études après le 7 octobre et ils ont montré clairement que des enseignants donc avaient glorifié ou soutenu donc le pogrom du 7 octobre et que certains de ces enseignants ou de ces instituteurs ou institutrices étaient aussi membres du Hamas. Ah oui, voilà. Donc c'est clair. Mais du coup, il faut bien comprendre, c'est-à-dire que tu as une organisation majeure des Nations Unies qui est financée par les Nations Unies, par l'Europe, par les États-Unis aussi, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Par les États-Unis, qui finance des structures qui sont à la fin contrôlées par des gens du Hamas, sur le terrain. Donc, et du coup, la question devient, mais là-haut, dans les couches supérieures de ce genre d'organisation, il y a personne qui comprend ce qui se passe? Ils le comprennent, je pense. Mais le problème, c'est qu'ils se disent, mais quelle est l'alternative? Et c'est vrai, c'est une vraie question. Quelle est l'alternative? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on va faire pour choisir des enseignants qui sont pas affiliés au Hamas ou à une organisation terroriste X, Y ou Z et qui fait la promotion donc d'une solution à deux États, vivre en paix, etc. Je sais pas si ça existe vraiment. S'il y a une solution à deux États, c'est un État pas juif et un État palestinien. Voilà, c'est... c'est les deux États. Et c'est ça le problème. Je peux comprendre le challenge aussi au niveau des bailleurs de fonds. Le problème, c'est que, encore une fois, je pense qu'il y a pas forcément, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il faut trouver une solution à long terme. Beadraga. Ouais. Comment dire? Par étapes. Par étapes, voilà. Progressivement. Parce que, par exemple, il y a des députés européens ou des députés français ou allemands qui ont demandé, après les attentats donc, du 7 octobre, voilà, il faut mettre un terme à l'aide financière européenne donc aux Palestiniens. Ouais. Bon, pourquoi pas, mais bon, c'est pas réaliste. Parce que il y a aussi des besoins, on va dire, humanitaires de Palestiniens, il faut les prendre en compte. Et encore une fois, on peut pas du jour au lendemain arrêter complètement les financements. Ça serait, je pense, contre-productif. Oui. Mais par contre, il faut, comme je te disais tout à l'heure, mettre donc des mécanismes beaucoup plus sérieux, beaucoup plus stricts dans les contrats, ou alors même envoyer peut-être même des employés américains, français ou allemands peut-être pas des employés de l'UNRWA, mais des représentants français, allemands ou américains sur le terrain pour être sûr que voilà, ce qui est enseigné dans les écoles, c'est un enseignement qui représente, enfin voilà, une sorte de cursus à peu près normal, ce qu'on voit à peu près en Europe ou en Occident, ou du moins qui n'appelle pas à la haine, au terrorisme ou à l'antisémitisme. Et ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place concrètement, mais ils le font pas, et c'est ça le problème. C'est-à-dire que soit les uns vont dire bon, on continue ce qu'il y a aujourd'hui, on fait rien du tout, ça c'est la position actuelle. D'autres qui vont dire ah bah non, faut renverser la table et on donne plus rien.
une solution, mais elle n'est pas vraiment... elle n'est pas vraiment considérée, je pense. Pas vraiment considérée. Puis bon, encore une fois, c'est pas possible de faire ça, mais il y a une solution intermédiaire d'avoir beaucoup plus de contrôle ouais. et d'envoyer des gens sur le terrain pour contrôler. Et encore une fois, comme je t'ai dit, dans les contrats aussi, ça marche bien. Les contrats, c'est bien, les gens refusent de l'argent, beaucoup d'argent, quand on leur dit que le Hamas, c'est une organisation terroriste. On a vu que je sais pas si les gens ils sont au courant, mais on a vu que l'autorité palestinienne, quand Bezalel Smotrich, donc le ministre des Finances israélien, a décidé qu'il ne voulait pas... Il y a tout un mécanisme qui est peut-être un peu compliqué à expliquer, dans lequel l'État d'Israël fait passer une certaine partie elle fait passer les impôts qu'elle a prélevés en Cisjordanie, un peu en général, elle fait passer les impôts à l'autorité... Les impôts passent par l'État d'Israël et vont vers l'autorité palestinienne. Et Bezalel Smotrich ne voulait pas parce que c'était la guerre et parce que lui, il les considère, à mon sens, justement, comme une partie du problème et pas une partie de la solution. Et finalement, une partie le gouvernement israélien n'était pas d'accord, etc. Finalement, ils sont arrivés à une espèce de compromis dans lequel Bezalel Smotrich a décidé d'accepter de transférer ces fonds-là en déduisant ceux qui allaient à Gaza. Ce qui peut comprendre quand tu es en guerre avec une entité géopolitique, que tu veux pas leur faire passer de l'argent, mais bon, on n'en est pas là. Et l'autorité palestinienne, donc Abou Mazen, a refusé donc des millions de shekels, des millions de shekels d'impôts, parce que ils ont interdit de transférer une partie à Gaza. Ce qui est complètement fou, des centaines de millions. Oui, non, c'est fou. C'est fou. On se rend pas compte, en fait, du niveau de dogmatisme de ces gens-là. C'est un peu surréaliste. Il y avait une autre chose que je voulais dire, auquel tu m'as fait penser, c'est que maintenant que beaucoup de gens se posent la question qu'est-ce qui va se passer à la fin de la guerre, etc., et qu'effectivement c'est ce problème d'éducation, beaucoup de gens font l'analogie avec le programme de dénazification qui a eu lieu en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, et ce qui s'est passé là-bas quand on s'y intéresse, c'est que les Alliés, les Américains surtout, ils ont ramené, en fait ils ont pris tous les gens qui faisaient partie du ministère de l'éducation nazi et ils les ont plus ou moins exécutés, en fait, et ils ont imposé un cursus à eux, avec leurs professeurs, avec leur structure, pendant des années, pendant vraiment des dizaines d'années, jusqu'à qu'ils étaient plus ou moins certains que l'idée nazie avait disparu de la... Alors bon, effectivement, il reste un peu toujours de reste, mais aujourd'hui, on peut dire avec assez de confiance que en Allemagne, l'Allemagne en tant que collectif n'est plus nazie. Bon, il y a des groupuscules, en France aussi il y a des groupuscules, mais partout il y a des groupuscules, donc c'est pas très important. Mais de façon générale, voilà, enfin le chancelier allemand a été assez exemplaire depuis le début de la guerre. Il a fait des discours qui étaient très émouvants. J'ai vu des gens beaucoup s'émouvoir qu'un chancelier allemand puisse soutenir autant Israël. Tout ça pour dire que il faut comprendre qu'il y a une nécessité de contrôler cette éducation et qu'on ne peut pas laisser les locaux qui eux-mêmes participent de l'idéologie meurtrière du Hamas, du djihad islamique ou de tous les autres groupuscules qui font la société palestinienne. Si tu restes sur l'éducation, ce problème va se perpétuer. Il y a une question plus générale sur les ONG d'ailleurs, que je me demandais, c'est est-ce qu'il y a un pattern, est-ce que à ton sens il y a un pattern quelque part que les ONG qui interviennent dans des zones de conflit, elles finissent par choisir des politiques, j'ai lu ça quelque part, qui finissent par choisir des politiques qui perpétuent ces conflits-là? Ou est-ce que c'est très spécifique à ce qui se passe ici? Ou est-ce que ça existe ailleurs? Ou tout d'un coup les ONG sont là dans des zones de conflit, elles participent d'une façon ou d'une autre et ça te fait qu'empirer les choses, ils implémentent des mauvaises politiques? Ou est-ce que c'est juste nous, on est juste les victimes de cette bizarrerie? C'est une très bonne question. Je vais te donner l'exemple de ma boss, donc la vice-présidente de NGO Monitor, qui s'appelle Olga Deutsch, qui a fait son alia de Serbie dans les années 90, je crois. Au moment de la guerre, après elle est retournée en Serbie, après elle est revenue en Israël, etc. Et elle m'a dit que déjà à l'époque, elle voyait le travail des ONG, donc qui étaient sur place. Et il y avait énormément de corruption. Elle s'en est rendue compte, il y avait énormément de corruption pour essayer donc de capter l'argent de l'Union européenne et se le mettre dans la poche. Alors, encore une fois, je ne sais pas s'il y avait vraiment une volonté de perpétuer le conflit, mais du moins, les ONG qui étaient sur place, elles n'étaient pas nickel du tout. Ouais. Pas nickel du tout. Et c'est vrai que ça, c'est un gros problème. Aussi, la corruption au niveau de ces ONG. Maintenant, pour perpétuer le conflit, c'est évident que
dans notre cadre à nous, Oui. israélo-palestiniens, et c'est clair, on le voit, hein, les ONG sont là pour perpétuer le conflit, pour mettre de l'huile sur le feu. Mais t'as dit plus que ça. T'as dit que c'est la face, ce que t'as dit, en fait, dans cette 1h15 dont on parle, c'est que c'est souvent la face civile du terrorisme. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça, on le retrouve en Israël, voilà, c'est à son paroxysme. Maintenant, est-ce que ça existe ailleurs aussi? On a essayé 2-3 fois de faire des projets justement pour voir ce qui se passait un petit peu dans différents conflits sur la planète. Par exemple, au Nagorno-Karabakh, donc en Azerbaïdjan avec les Arméniens, etc. On n'avait pas l'expertise parce qu'on n'est pas sur place, on vit pas le conflit. Je pense que c'est important de vivre le conflit aussi pour voir ce qui se passe. Donc on a essayé, mais c'était pas très concluant. On avait trouvé quelque chose d'intéressant. On parle de corruption, c'est qu'on avait vu qu'une ONG qui avait donc été démantelée en Angleterre, qui était donc, je crois, active dans ce conflit en particulier, continue de recevoir des fonds de l'Union européenne alors qu'elle n'existait plus au niveau juridique. Donc il y a aussi beaucoup de corruption. Mais c'est vrai, comme tu dis, que dans le conflit israélo-palestinien, c'est clair que ces ONG sont politisées au maximum et que leur but, voilà, c'est de, comme on a dit, c'est de faire avancer leur bille, de faire avancer leur agenda politique et en fin de compte, voilà, d'utiliser donc la voix des droits de l'homme, le langage des droits de l'homme pour comme une alternative, on va dire, à la Kalachnikov. Ouais. Ou du moins, pas un complément. Un complément. Un complément. Ouais. Parce que tu sais, je suis tombé des fois sur une ONG, enfin une ONG, c'est pas, on peut pas dire une ONG, mais c'est une association, ce qu'on appelle le Freedom Theater. Ok, c'est à Jenin. C'est un théâtre qui a été, donc, un des cofondateurs de ce théâtre, c'est Zbeidi. C'est un des grands terroristes de la seconde intifada qui appartenait au Fatah, qui a été emprisonné, qui a réussi à s'évader il y a 2 ans en arrière dans la grande évasion aux côtés de d'autres détenus donc dans la prison du Nord. Et donc c'est cette personnalité dans les années 2000 avait créé donc cette structure, le Freedom Theater. Et quand on voit donc j'avais regardé un petit peu sur Facebook les professeurs d'art, etc., ou les étudiants qui sont dans ce Freedom Theater, c'est tous des gens qui soutiennent le terrorisme. Et d'ailleurs c'est écrit noir sur blanc sur leur site internet que pour eux c'est un moyen aussi de se libérer donc de l'occupation et que finalement c'est un complément de la lutte armée. Donc ils voient vraiment ça comme un complément de la lutte anti-israélienne. Et c'est fou, mais c'est une réalité, quoi. Mais est-ce que tu penses que en connaissant maintenant, puisque peut-être que tu connais un peu le terrain, mais est-ce que tu penses que tous les Palestiniens qui participent à ces ONG, etc., est-ce que tu penses qu'ils adoptent ce discours-là des droits de l'homme de façon parfaitement cynique, ou est-ce qu'ils y croient? Ou est-ce que c'est juste, ils disent, bon, bah, les Européens sont assez stupides pour nous donner de l'argent si on utilise les mots magiques des droits de l'homme, alors ils le font? Ou est-ce qu'il y a une, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui y croient vraiment? Non, je pense que c'est cynique. C'est cynique et je pense que justement, c'est une des raisons pour laquelle aussi, comment te dire, les gouvernements européens ont rejeté les désignations israéliennes de ces 6 ONG palestiniennes qui sont 6 ONG très importantes dans leur combat des droits de l'homme. Parce qu'encore une fois, c'est des gens qui appartiennent au FPLP. Le FPLP, c'est une organisation qui est marxiste. Donc qui comprend, beaucoup de ces personnalités sont aussi donc des Palestiniens chrétiens, pas tous, mais il y en a aussi pas mal. Donc qui savent rencontrer des officiels européens, boire un bon verre de vin autour d'une bonne table et voilà, parler donc d'un langage qui les touche. C'est pas le langage des droits de l'homme. Ils vont pas parler du Coran ou de l'islam parce que de manière générale, ce sont des gens qui sont plus ou moins donc laïcs et pour certains d'entre eux sont aussi donc chrétiens. Donc ils arrivent à se comprendre un petit peu. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à faire avancer leur bille et c'est vrai que je pense de manière objective, ils utilisent donc ce langage des droits de l'homme de manière cynique. Un peu comme les soviétiques ont utilisé la libération du prolétariat. Ah oui, mais tout à fait. Pour finalement instaurer une dictature monumentale. C'est très clair, c'est très clair. Parce que bon, encore une fois,
le Palestinien, bon, il vit sous un régime donc d'occupation militaire. Ça, on peut pas le nier. En Cisjordanie. En Cisjordanie. Donc c'est vrai que bon, ça doit pas être sympa de pas pouvoir se déplacer à droite à gauche ou en permanence de donner donc ses papiers, etc. Mais le Palestinien quand même a un niveau de vie quand même bien supérieur que certains États arabes. Quand même. Oui, ouais, et un niveau même de liberté qui est beaucoup plus développé que dans certains pays arabes. Sans parler des Arabes israéliens, hein, qui est un autre sujet, un sujet encore différent. Ils sont israéliens à part entière, ils bénéficient des mêmes droits. C'est ça. À peu près des mêmes devoirs, sauf l'armée. Quoique, il y en a aussi qui s'engagent, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Mais oui, je suis convaincu qu'aujourd'hui, surtout ces ONG donc palestiniennes, elles surfent aussi sur l'idéologie, donc comme je te disais, woke, l'idéologie progressiste, qui finalement ils sont très complémentaires les uns des autres et ils se comprennent parfaitement. Et c'est pour ça qu'ils arrivent aujourd'hui à pouvoir parler à l'ONU ou parler dans les différentes assemblées nationales. On l'a vu il y a encore pas longtemps en France quand Ercilia Soudeh a invité donc une cadre du FPLP à Gaza qui était aussi donc une militante des droits de la femme pour venir à l'Assemblée nationale. Heureusement, la présidente de l'Assemblée nationale a dit non, c'est bon, on va pas. On va pas faire ça. Elle rentre pas. On va se retenir. Bon, elle est rentrée par le film qui devait être donc projeté parce que cette militante des droits de la femme, qui est aussi donc un cadre du FPLP, était figurée donc sur un film qui avait été donc produit par un Français, qui a été donc projeté à l'Assemblée nationale, donc elle n'est pas rentrée, on va dire physiquement. Mais au moins par le film. Donc oui, aujourd'hui on le voit même en France, la France insoumise. Bon, bah, elle adore le FPLP parce que c'est exactement un peu le même. Non, pour eux, c'est des idéologie. Enfin, la même idéologie. C'est des gens qui, c'est comme a dit Judith Butler. Judith Butler, elle l'a dit très clair. Elle dit, il faut comprendre que le Hamas, elle l'a dit, enfin, c'est complètement fou qu'elle ait dit une chose pareille. Qu'elle ait dit, le Hamas est une organisation de gauche qui fait partie du grand mouvement de la gauche révolutionnaire, qu'il faut soutenir, qu'il faut encourager. Et je comprends pas comment des gens qui sont des Européens, des Américains comme toi et moi, tu vois, qui ont probablement une éducation qui ressemble à celle que toi et moi on a eue, en France par exemple, ou aux États-Unis, je sais pas combien les trucs est différent, en tout cas au niveau des valeurs, quoi. Elles sont capables de soutenir des organisations avec des idéologies complètement meurtrières, et sans parler du Hamas, qui est une organisation fanatique religieuse, tu vois, c'est pas encore que tu sois copain avec le FPLP, que tu crois qu'ils vont amener la libération du prolétariat. Bon, ce joint-là, on l'a déjà fumé, mais c'est... Non, tout à fait. Tout à fait. Et là, on le voit, par exemple, aussi avec... il y a je vois tous les jours sur Twitter, comme ça, des étudiants dans les facs américaines, des étudiants, en plus, ça, qui sont... ils appartiennent dans la communauté, donc même trans, et tu les vois, j'ai vu un trans ce matin qui disait « I love the Quran ». Il adore le Coran, parce que le Coran, il n'y a pas de genre. Allah n'a pas de genre. Voilà ce qu'il a appris. C'est marrant. Ceux qui connaissent rien, ils découvrent la théologie, tu sais. C'est incroyable. Et c'est vrai que c'est diffusé de plus en plus. Voilà, c'est une idéologie qui se répand donc aux États-Unis. Et c'est vrai que ça fait peur même pour les relations futures à très long terme entre Israël et les États-Unis, parce que tous ces gens-là, tous ces jeunes, ils vont devenir les élites de demain aux États-Unis. Et c'est vrai qu'ils ont un peu le cerveau lavé, quoi. Enfin, c'est un peu, c'est un peu terrifiant. Moi, j'ai espoir que la jeunesse américaine, elle va grandir, mais on verra bien. Qu'est-ce que je voulais te demander? Est-ce que tu es optimiste quant au travail de NGO Monitor? Ça veut dire, est-ce que tu as l'impression que ce que vous faites, ça a un impact sérieux sur les politiques, sur, comme tu as dit, des clauses de contrat plus strictes sur les ONG? Est-ce que tu as l'impression que ça marche, le travail que vous faites? On a des succès, mais très rares. C'est très difficile. Très difficile de faire changer les choses. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a quand même une véritable prise de conscience aujourd'hui du côté néfaste de certaines ONG qui sont actives dans le monde, et que ce soit des ONG palestiniennes ou internationales. Et là, on l'a vu avec le massacre du 7 octobre, hein. Quand tu regardes un petit peu les chaînes de télévision françaises qui sont mainstream, hein, que ce soit LCI, CNews, c'est un peu différent, mais BFM TV, même, il y a tous les jours donc des reportages
mettant à l'index Amnesty International, Human Rights Watch et d'autres ONG, donc comme Médecins sans frontières. Et ça, c'est quelque chose de nouveau que j'ai jamais vu auparavant. Ouais. Comme je te disais, jusqu'à aujourd'hui, toutes ces grandes ONG ou petites ONG ont toujours bénéficié donc de cet effet de halo. Voilà, c'est parole d'évangile. Et là, j'ai senti qu'il y a eu un changement. Ouais. Et pour moi, c'est très simple. Tu vois, j'ai même été en contact avec des journalistes qui m'ont dit, est-ce que tu as de la matière sur Human Rights Watch ou Amnesty? Tu vois, j'ai tout classeur, là. Je t'envoie le lien, carrément. On a un lien sur chaque ONG a son fichier info. Donc, je peux t'envoyer le lien de Amnesty, de Human Rights Watch, de Al-Haq ou de n'importe quel MSF, etc. Donc, et ça m'a fait plaisir. C'est la première fois, ça fait depuis 2016 que je travaille à NGO Monitor, c'est la première fois où des journalistes se tournent vers moi pour me demander des informations complémentaires ou qu'est-ce que j'ai à dire sur le sujet. Est-ce que parfois tu t'essayes de les joindre, etc. Ça fait partie de ce que tu fais? Oui, bien sûr. Et c'est quoi, tu parles à un mur, ils t'écoutent pas, ils disent oui. Jusqu'à aujourd'hui, ouais. Merci, monsieur Chabas. Il parlait à un mur. Par contre, c'est vrai que, grâce à Twitter, j'ai réussi à avoir des contacts. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que j'arrivais pas par la voie, on va dire, conventionnelle d'envoyer un mail ou d'appeler au téléphone, mais quand j'ai commencé à publier des choses qui étaient intéressantes, alors j'ai reçu des messages en privé en me disant, ah, c'est intéressant ce que tu dis, où c'est que tu travailles, etc. Et j'ai noué des contacts avec certains journalistes. Et c'est quelque chose de bien. Donc oui, je ressens que même au niveau médiatique, par rapport donc à ce massacre du 7 octobre, ou même par rapport à l'opinion publique, un certain changement vis-à-vis donc un certain regard critique vis-à-vis de ces ONG, même au niveau, on va dire, des parlements. On ressent au niveau du Parlement européen, au niveau du Parlement du Bundestag ou alors de l'Assemblée nationale, on ressent qu'il y a de plus en plus de critiques vis-à-vis de ces ONG. Maintenant, c'est au niveau de l'exécutif. Là, il n'y a pas encore eu le switch. Parce que je pense qu'ils n'ont pas de politique en définitive. Enfin, de politique. Ils se disent, entre guillemets, comme je dis au début, bon, ces ONG, elles nous sont utiles aussi pour faire pression sur Israël. Donc, on va peut-être pas... faire rester, le garder dans la poche. Hein. Donc, je pense que ça va venir un jour ou l'autre. Mais ça prend du temps. Ouais. Encore une fois, des fois, je suis stupéfait par le boulot de Steinberg, donc le président de NGO Monitor. Parce que quand il a créé ça en 2002, il était seul au monde. Ouais. Il y a d'autres organisations qui font le travail comme NGO Monitor, oui, même pas forcément il y a par exemple UN Watch de Hillel Neuer qui effectivement donc fait de l'analyse sur l'ONU, sur les agences de l'ONU, sur les résolutions qui sont votées, qui votent pour, qui votent contre, etc. Maintenant, il est là uniquement pour faire prendre conscience. Est-ce qu'il a un impact? Il peut pas avoir d'impact parce que bon, il n'a pas de droit de vote. C'est pas qu'il n'a pas le droit de vote, mais où c'est qu'il peut impacter? C'est-à-dire, je vois pas, j'ai du mal à voir demain un État dire bon, j'arrête de financer le Conseil des droits de l'homme. À cause le Conseil des droits de l'homme, j'imagine que non, mais ça me paraît un peu, ça me paraît impossible pour l'instant, du moins, on sait pas. Mais du moins, c'est vrai qu'il fait un travail remarquable pour justement parler de ces scandales. Hein. C'est vraiment des scandales, ce qui se passe jour et nuit à l'ONU contre Israël. Et c'est vrai qu'il fait vraiment un travail incroyable. Après, tu as aussi un grand institut, enfin c'est Impact SI, donc je t'ai dit, qui fait de l'analyse des manuels scolaires et du contenu. Et là, eux aussi, ils ont beaucoup d'impact par contre, parce qu'ils ont réussi donc dans différents pays à demander donc des audits, des investigations pour savoir est-ce que l'argent du gouvernement X, Y ou Z sert à financer donc le contenu des manuels scolaires, ou alors certains gouvernements ont carrément dit qu'ils arrêtaient de financer donc le système éducatif palestinien à moins qu'il y ait des changements au niveau des manuels. Mais encore une fois, c'est beaucoup de déclarations, dans les faits, il n'y a rien qui se passe. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est pareil chez nous, hein, au niveau des ONG, il y a beaucoup de déclarations. Et on va faire des changements. Là, par exemple, il y a 2 semaines en arrière, enfin, la semaine dernière, excuse-moi. Je t'ai dit, la Commission européenne, donc, a rendu public son audit interne. Alors, pour le terrorisme, on dit non, on finance pas le terrorisme, il n'y a pas de problème, on est clean, etc. Par contre, ils ont dit, il y a quand même un problème. Effectivement, on est tombé sur quelques cas d'ONG
qui sont financés par la Commission européenne, donc des ONG palestiniennes, qui ont été donc pris en flagrant délit donc de glorification donc du massacre du 7 octobre, du soutien donc au terrorisme, etc. Et là, ils ont décidé on va changer, on va introduire de nouvelles clauses pour empêcher donc l'incitation à la haine et à la violence. Donc c'est quelque chose de positif. Maintenant, j'ai pas vu exactement quel est le langage de cette clause. On va voir ce qui va se passer. Ouais. Au niveau de la Suisse, par contre, le grand État neutre, eux, ils ont fait quelque chose d'encore mieux. Ils ont dit on a vu des ONG donc effectivement qui ont été pris en flagrant délit d'incitation à la haine et à la violence dans le cadre donc du pogrom du 7 octobre. On arrête de les financer. Ah, comme ça. Tout. Et la Suisse, ça représente beaucoup de budget? Non, c'est pas autant que l'Union européenne. La Suisse, on parle de 4 à 5 millions de francs suisses par an. Donc ça n'a rien à voir. L'Union européenne, c'est 30 ou 40 millions aux ONG. Puis après, il y a aussi l'Allemagne aussi qui a un très très gros bailleur de fonds. Alors un des gros problèmes aussi de certains États, que ce soit l'Allemagne ou la France, il y a un manque terrible de transparence. C'est très dur de savoir exactement quels sont les financements, à combien on peut les évaluer, à quelles organisations, etc. Je sais qu'en ce moment, l'Allemagne fait quand même un audit sur ses financements à ces ONG à la suite donc du pogrom. Ça se trouve, eux-mêmes, ils savent pas exactement où est-ce que l'argent est parti. C'est possible. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a une structure, une sorte d'ONG allemande qui reçoit donc des fonds publics de l'Allemagne fédérale pour mettre en place pour mettre en œuvre des projets donc dans les territoires palestiniens. Et il y a quelques mois, j'ai écrit un rapport avec j'ai mis les liens tout ça du projet en question. On voyait quelles étaient les ONG donc locales qui devaient mettre en œuvre le projet. Donc certaines ONG qui étaient extrêmement problématiques. Et là, du coup, du fait de l'annonce de l'audit en Allemagne, tout d'un coup, j'ai vu qu'ils ont supprimé carrément la section quels sont les partenaires locaux de notre projet. C'est-à-dire, ils font un projet, mais on ne sait pas qui le fait. Donc, il y a même un déficit de transparence qui, j'ai l'impression qu'il va croire avec donc ces audits internes, parce que je pense qu'ils doivent avoir un peu peur. Ok. Ouais, c'est bien. Hein. Enfin, au moins, t'as l'impression qu'il y a des choses qui bougent. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Non, ça bouge, mais ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'années et des résultats qui existent un petit peu, mais c'est pas encore. Ce qui est difficile, c'est de relayer toutes ces informations dans les consciences des gens, dans les collectifs, justement, qu'ils se rendent compte que même au niveau de pour arriver jusqu'aux politiques, en fait. Des fois, c'est pas évident d'expliquer aussi. Je me rends compte que des fois, comme je t'ai dit, on est 3 analystes à plein temps. On est un peu sur notre planète, c'est-à-dire qu'on comprend des choses que les autres ne comprennent pas, et c'est très difficile vulgariser ça vulgariser ça. Et c'est vrai que les tweets, ça marche bien, parce que finalement, tu es obligé d'être concis, d'aller même à l'essentiel, et ça peut toucher pas mal de gens. Ouais. Ça peut toucher. Suivez Vincent Cheba sur Twitter, tout le monde. Ouais, tous ceux qui sont sur Twitter, et suivez-moi aussi. Mais moi, je tweete pas énormément, je tweete les épisodes, je tweete des fois des trucs sans grande importance. Alors, j'ai reçu, il y a 2 questions que j'ai reçues. Les 2 questions que j'ai reçues, je vais te les lire, tu réponds pas, tu te dis c'est pas mon domaine, enfin voilà. Il y en a qui recoupent un peu ce dont on a parlé, mais bon, presque. Alors, je me dis, ils m'en voudront pas. C'est un auteur qui s'appelle Raphaël Abenmoa qui pose la question suivante. Comment tu expliques le silence d'associations féministes et de défense des droits des femmes quand on prend la mesure de ce qui s'est passé à l'égard des femmes le 7 octobre? La question continue. Il dit que c'est même par des associations qui sont plus modestes ou plus régionales, pas forcément que des grandes associations. Est-ce que tu penses que c'est gangréné, et là la phrase est intéressante, par cette néoculture en Occident, et que c'est pas bon pour le business de voir le puissant colonialiste occidental violé par l'archétype victime de culture arabe et musulmane, plus pauvre et moins fort? Ou est-ce qu'il y a d'autres explications? J'ai bien aimé ce qu'il a dit. J'adopte son explication. C'est-à-dire que vraiment pour toi c'est quelque chose qui idéologique au fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc de corruption perdue. C'est idéologique. Il y a vraiment toutes ces organisations, elles sont habitées par une idéologie très spécifique. Et... Je pense qu'au-delà de l'idéologie, il y a une idéologie, c'est évident. Maintenant, je pense que dans le milieu associatif, dans le milieu des ONG,
et de certains, voilà, en général dans la société civile, c'est que le travail de sape contre l'État d'Israël a relativement marché. Israël, la parole d'Israël ne vaut pas grand-chose. On les croit pas, on nous croit pas. Il y a vraiment eu des massacres? Ouais. J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu, je veux voir les preuves. Est-ce qu'il y a eu des viols? J'ai pas vu, je veux voir les preuves. Non, je veux pas croire. Quand il y a eu la roquette qui est tombée sur le parking de l'hôpital à Gaza, ils ont dit non, mais on n'a pas vu. Puis de toute façon, c'est vrai, Dover Tzahal a révélé donc une source, une conversation entre un terroriste du Hamas et un terroriste du djihad, et le terroriste du Hamas dit à l'autre non, mais c'est ta roquette qui est tombée. C'est pas Israël, c'est ta roquette. Et les journalistes m'ont dit mais c'est pas une vraie source. On peut pas les croire, ça vient d'Israël. Israël, un état d'apartheid, tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont réussi un petit peu quand même à introduire donc ce sentiment de délégitimation dans les consciences. Encore une fois, pas de tout le monde. Encore une fois, c'est de certaines associations, de certaines ONG qui sont gangrénées par une idéologie progressiste et woke. Et c'est vrai que finalement, on peut plus écouter Israël. C'est-à-dire que Israël, c'est Satan. Israël, c'est l'état d'apartheid. C'est un état qui ment en permanence, qui colonise depuis 75 ans, qui n'a même pas le droit d'exister. Alors, bon, il y a eu des viols, aussi en Ukraine. Et puis de toute façon, j'ai pas les preuves, donc ça m'intéresse pas. Donc au-delà de l'idéologie, je pense que aujourd'hui Israël est délégitimisé dans certains cercles à tel point qu'on ne les croit plus. Ouais. Donc c'est-à-dire que ces organisations, elles sont en train de se dire, vous dites qu'il y avait des viols, mais en fait, il s'est rien passé. En fait, on n'en sait rien. On veut pas soutenir votre narratif de façon aveugle. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a publié le 7 octobre, pas le 7 octobre, au courant du mois d'octobre, pour voir un peu les réactions de certaines ONG au pogrom du 7 octobre. Bon, on s'est focalisé sur les ONG qui étaient financées par la Commission européenne ou par certains États européens, et principalement des ONG palestiniennes, et j'ai été frappé de voir que la présidente d'une ONG féministe palestinienne a partagé sur son compte Facebook une théorie un peu conspirationniste, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, où on voyait en fait une photo qui avait été partagée, enfin publiée par le compte Twitter du Premier ministre, une photo où on peut voir donc un corps cramé, corps d'un bébé cramé. Et elle a partagé donc un post où on voit la photo donc de cet enfant cramé, et au-dessus d'un petit chiot vivant. Et elle dit non, mais le bébé cramé, c'est pas un bébé, c'est un chiot en fait. Tu vois? Ouais. Et c'est une ONG qui est financée par la Commission européenne, et c'est la présidente de cette ONG qui est une grande féministe soi-disant, qui publie une horreur comme ça. Même encore aujourd'hui, quand j'ai vu cette photo, ça m'a brisé le cœur. Enfin, ou alors plus moi, je sais pas comment j'ai réagi, mais c'est incroyable. Et tu vois, on a alerté la Commission européenne. Bah justement, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont décidé d'introduire des nouvelles clauses. Mais on est tombé sur des posts comme ça. Même par exemple, un dirigeant d'une des plus grosses ONG palestiniennes qui s'appelle pas Marwan Barghouti, Mustafa Barghouti, du PMRS, c'est donc une ONG médicale. Et pareil, il a dit non mais les massacres, les viols, tout ça, no sense, ça n'a pas existé. Tu vois, c'est vraiment la culture du déni. Et je sais plus. Moi je vois, tu vas venir te dire que le silence, c'est pas seulement l'idéologie. C'est pas que l'idéologie. C'est qu'il y a aussi cette culture du déni. Du déni de l'autre, du droit de l'autre à exister. Et d'avoir une parole qui est légitime. C'est-à-dire que tout ce que tu dis, finalement, est regardé comme teinté d'intérêt colonialiste, probablement, etc. Donc ça, c'est sûr que ça s'intermêle avec l'idéologie, mais que fondamentalement, on dit, bon, on voit pas pourquoi on devrait croire les Israéliens. Les Israéliens sont partie prenante de ce conflit. Il faut une enquête indépendante ou whatever. Donc, Et c'est vrai que, malheureusement, en Israël, non seulement on ne croit pas,
Mais en plus de ça, je ressens aussi, c'est que en Israël, chaque information qui est publiée, elle est vérifiée peut-être 4-5 fois pour être sûr de ne pas faire une erreur. Parce qu'Israël n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Non, ils font très attention. C'est-à-dire, comme tu as évoqué l'épisode de l'hôpital, moi j'étais sur Twitter à ce moment-là. Genre dans les 5-6 heures, je sais pas si tu étais aussi, mais c'était un champ de bataille incroyable. Ouais, tout à fait. C'était c'est les 5-6 heures qui ont poursuivi l'histoire de l'hôpital. On a vu le truc grandir en fait. Tout d'un coup, au bout de 15 minutes, les Palestiniens disent qu'il y a 500 morts. Complètement aberrant, etc. Et j'ai vu, et tu voyais tous les gars qui sont sur Twitter, israéliens qui sont sur Twitter, qui se battaient jour et nuit là contre les antisémites. Et tu voyais que les gens, ils attendaient que le Dover Tzahal, que le porte-parole de Tzahal dise explicitement voilà ce qui s'est passé. Et ils attendaient. Et en fait, tu te rendais compte que même si effectivement, les citoyens sont toujours un peu méfiants par rapport au gouvernement, etc., tout le monde ne dit pas tout le temps toute la vérité, toute la vérité, mais il y avait un consensus total que le représentant de Tzahal, il peut pas mentir sur un truc comme ça. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui était clair. Et pour moi aussi, si le Dover Tzahal l'a dit, c'est pas nous, c'est que c'est pas nous. Et il y a cette contraste entre les gens en face qui disent de toute façon vous êtes tous des menteurs, les sionistes sont des menteurs, et les Israéliens qui ont parfaitement confiance dans le représentant de Tzahal, en tout cas là-dessus, tu vois, peut-être sur d'autres choses moins, mais il y a une espèce de confiance limitée, de bounded trust, et un concept comme ça, dans lequel tu dis j'ai totalement confiance dans mon gouvernement sur certaines choses. Il y a des choses que je sais qu'il va pas mentir. Ouais, tout à fait. Et c'était un épisode incroyable. Et c'est vrai on peut pas se permettre de mentir ou de dire une information qui est approximative. Et c'est ça que je regrette aussi de la part des gouvernements européens. C'est-à-dire que tu vois, Biden, il a tout de suite dit non, mais on sait que c'est pas vous, hein, parce que eux aussi ils ont vérifié avec leurs sources de la CIA. Non, c'est pas vous. Par contre, en Europe, on n'a pas vu ce genre de discours. Et encore une fois, pour nous, parce qu'on est en Israël. On aime notre pays, mais on a quand même encore des racistes. On a encore un sentiment vis-à-vis de la France. Moi personnellement, moi aussi. Et quand je vois, par exemple, l'attitude de Macron ou de certains ministres, etc. Par rapport à cet hôpital où justement il n'y a pas eu quand Dover Tzahal a dit c'est pas nous, je me serais attendu à ce que la position française lui dise bon on vous croit. Oui. Parce qu'après tout, on croit Israël quand Israël donc alerte les services de sécurité européens sur des attentats qui doivent se perpétrer sur le sol européen. Mais là, non, tu vois, ils nous croient pas, tu vois. Ou alors ils nous croient, mais pour leur opinion publique, alors ils vont prendre des gants, ils vont essayer de faire. Et ça, c'est à chaque fois, c'est une sorte de poignard dans le cœur. C'est la trahison. C'est très dur. C'est très dur. Deuxième question. Oui. Paris Track. L'UNRWA, c'est une question sur l'UNRWA, est une ONG manifestement pro-palestinienne parce qu'elle permet le statut de réfugié sur tous les descendants sans limite de temps. C'est la seule exception au statut de réfugié de l'ONU alors qu'on vit dans un monde en mouvement. Bon. La question est comment Israël peut en finir avec la question des réfugiés? Alors premièrement, c'est pas une ONG, c'est vraiment une institution de l'ONU. C'est un organisme. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, je pense que il faut à un moment donné un peu de courage politique au niveau des bailleurs de fonds de l'UNRWA, mais aussi du monde arabe, en disant à un moment donné, il faut accepter que les réfugiés donc de Palestiniens qui vivent en Syrie, au Liban, en Jordanie, deviennent des citoyens à part entière du royaume de Jordanie, du Liban et de la Syrie. Ça, c'est important que ces gens-là, finalement, soient des citoyens à part entière, qu'ils aient les mêmes droits, les mêmes devoirs, etc. Est-ce que Israël pourrait interdire d'activité l'UNRWA sur son sol, par exemple? Je pense que oui. Techniquement. Je pense que oui, techniquement, il le pourrait, mais bon, on veut pas le faire parce que ça ferait un scandale diplomatique sans précédent. Et puis, encore une fois, on a besoin quand même de l'UNRWA, d'une structure qui apporte des financements pour aider les populations. Parce qu'après, ça serait Israël de devoir porter le fardeau, donc de s'occuper donc des devoirs humanitaires, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une problématique dans cette venir en... Je sais pas exactement comment dire, mais cette attitude de venir en permanence au secours des pauvres Palestiniens qui ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes? Est-ce qu'à un certain moment, on peut pas dire... Écoutez, ça fait 75 ans que vous êtes pris en charge par d'autres
à la fin, débrouillez-vous. Les Palestiniens, si je sais pas si la statistique est vraie, mais il me semble que c'est vraiment un des groupes qui a reçu le plus d'argent de très loin, le plus de subventions internationales de très loin. C'est-à-dire, avec ça, on aurait pu faire d'autres choses. Il y a d'autres choses, et peut-être que d'autres gens auraient fait d'autres choses avec. Mais justement, je pense que c'est un problème, l'UNRWA, parce que, en définitive, comme on disait, finalement, ça contribue à faire perdurer le conflit. Parce qu'encore une fois, quand tu sais que tu reçois de l'argent tous les mois, une certaine somme d'argent qui te permet de vivre. Tu parles en économiste, là. Ouais, voilà, tout à fait. Que ça soit en France ou ailleurs. Tu reçois tous les mois je sais pas moi, le RSA, ou tu reçois, je sais pas, enfin plus que le RSA, une pension chaque mois. T'as pas envie d'aller travailler. Bah, c'est un peu la même chose. T'as pas envie d'État. T'as pas besoin d'être productif. T'as pas besoin d'avoir un État. Parce qu'un État, ça demande après des droits, des devoirs, de la redevabilité vis-à-vis des populations. Alors que là, Abou Mazen, il est assis sur son trône et il continue de recevoir de l'argent en faisant le mesquine et faire de la corruption pour lui, sa famille et son entourage. Donc, il n'a pas intérêt à avoir un État et c'est un des nœuds du problème, on va dire. C'est un des nœuds du problème. Maintenant, au niveau des réfugiés, les réfugiés palestiniens qui sont en Cisjordanie ou qui sont à Gaza, pour moi, c'est pas des réfugiés. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de camps de réfugiés avec des tentes. Non, c'est des quartiers, c'est des villes, etc. C'est drôle, qui passez un camp de réfugiés, vous attaquez des camps de réfugiés. Il y a plus besoin de ça. Ouais. De la même manière qu'il n'y a pas besoin non plus d'UNRWA en Syrie ou ailleurs, parce qu'aujourd'hui, les gens n'habitent pas dans des tentes, ils sont dans des immeubles peut-être précaires, etc. Mais c'est des... Mais qui sont pas pires que les conditions des gens autour d'eux, en fait. Maintenant, il faut leur donner un statut à ces gens, comme je t'ai dit, au Liban, en Syrie, qui leur permettent de vivre comme des Syriens ou des Libanais. Ça, c'est une évidence. Mais encore une fois, pour ça, il faut une volonté politique de résoudre ce problème des réfugiés à long terme. Ouais. Il faut taper du poing sur la table et fixer des conditions. Ça me semble évident. Ouais, ok. Dernière question et après on s'arrête là. Tu aimes ce que tu fais? Oui. Ouais, j'aime beaucoup ce que je fais. C'est toujours passionnant d'aller au travail. Ce que je peux dire, c'est que ça fait combien depuis 2016 que je suis là-bas? Ouais, ça fait pas mal d'années. Voilà, ça fait 7 ans. Voilà, après, avant ça, j'ai fait 6 ans d'armée. Toi, je suis relativement stable dans mes emplois. J'aime beaucoup mon travail. Et il y a tous les jours de nouvelles expériences, de nouvelles aventures. Et c'est vrai qu'il y a ce besoin quand même d'impact qui fait en sorte que tous les jours, je vais au travail avec... je vais pas dire la rage, mais tu vois, avec l'envie de réussir et de faire quelque chose de positif pour Israël. Très bien. Vincent Cheba, merci énormément pour cette conversation et tous ces éclaircissements. Voilà, on espère que ton travail va porter ses fruits. Merci beaucoup. Allez, Besserot Tovot, Israël, et bonne soirée. C'était Yair Ochner pour le Jérusalem Podcast Club. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Spotify, sur Facebook, sur YouTube et de partager à vos amis et vos connaissances le contenu du podcast. Et à très bientôt.